Le podcast qui réveille les héros du quotidien. Alors, je m'appelle Nadine, j'ai 38 ans, j'habite à Lyon. Je mesure 1m57, je suis brune aux cheveux courts. Je suis plutôt assez ronde et j'ai des tatouages, plusieurs tatouages sur le corps. 1, 2, 3, 4, 5. Le premier, il commence sur le côté, il va jusque dans le dos. C'est des traits avec des étoiles et une flèche qui incarnerait la période de mes 20 ans, à Nancy. Je suis née au Sénégal. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 5 ans. Ensuite, mes parents ont émigré en France avec mes frères et sœurs. Et on allait vivre à Montpellier, où j'ai grandi dans un petit village. 2000 habitants, une grosse ville plutôt, dans une ville. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu le sentiment que c'était un village. Parce que j'étais dans un rapport avec les autres, plutôt des enfants, à faire des cabanes, aller dans la garrigue, à se faire pincer par les fourmis, ce genre d'enfance-là, quoi. La particularité, c'est qu'on est issu de la diaspora libanaise d'Afrique, donc on est d'origine libanaise, et c'est vrai que comme beaucoup d'émigrés, il y a un peu deux mondes. Là, à la maison, ça redevient le Liban, le Sénégal, avec toute la culture qui est propre à ça. Et une fois qu'on sort de la maison, qu'on va à l'école, et ben on est avec d'autres Français. Donc pendant longtemps, il y avait une petite dualité entre mon moi libanais et mon moi français, qui étaient deux personnes totalement différentes. Plutôt triple culture, comme ma nationalité, j'en ai 3. Donc c'est Libanais d'Afrique. Il y a encore autre chose que les Libanais du Liban. Comme tous les enfants des années 90, on était vissés à la télé, à regarder toutes les séries AB Productions, les Coucou c'est nous, etc. Comme je disais, comme mes parents travaillaient, ils rentraient tard, donc en fait c'était un peu la télé, la babysitter finalement pour nous. Le premier qui me vient à l'esprit là, c'est les Chevaliers du Zodiaque, qu'on regardait avec ma grande sœur. Et après, on jouait les scènes du Chevalier du Zodiaque. Moi, j'étais complètement fan de... comment il s'appelait ? Andromède, je crois qu'il s'appelait. C'était le chevalier aux chaînes nébulaires. Et je prenais les cordons de... comment on appelle ça ? Les cordons du peignoir pour faire les chaînes nébulaires. Et elle, c'était le chevalier du dragon. Donc voilà, on jouait au Chevalier du Zodiaque toutes les deux. Chaîne nébulaire, terrasse mon ennemi ! Non, il ne peut pas faire ça. J'ai 2 sœurs et un frère. Ils sont tous plus grands que moi. Mais moi, je suis la dernière. Et je suis très proche de ma sœur au-dessus de moi, qui a 50 plus. Et mon frère, on a 10 ans de différence, donc on n'a pas vraiment de complicité, voilà. Et ma grande sœur, l'aînée, c'est plutôt elle qui m'a élevée. Donc ma mère ayant 4 enfants, habitant en vivant en France, c'est très compliqué d'élever 4 enfants. Donc c'était plutôt ma sœur qui m'a élevée, qui allait aux réunions parents-prof, qui faisait mes devoirs, qui me donnait à manger, enfin tout ce que fait une mère. Donc ça crée un rapport très particulier. C'était une adolescente à qui on confiait une enfant dans un nouveau pays, à qui elle, on l'avait arrachée aussi de ses amis, de tout ce qu'elle connaissait. Donc c'était plutôt des rapports assez violents, parce qu'elle avait pas, c'était pas de son âge de s'occuper d'une enfant ou d'aller en réunion parents-prof. Voilà, c'était plutôt ça. Donc à ce niveau-là, non, c'était plutôt un rapport assez violent entre nous, mais heureusement j'avais mon autre sœur avec qui on était plutôt fusionnels, et c'était un peu particulier, voilà. Donc ça, c'était beaucoup l'hiver. Après, on avait un jardin, donc c'est vrai que je jouais dans le jardin aussi. J'ai inventé beaucoup de jeux. En fait, comme j'étais toute seule, du coup, je cherchais beaucoup de jeux. Je ne sais plus à quoi jouer. Je crois que je jouais à Alerta Malibu dans la piscine. Je balançais mes poupées dans l'eau et je m'amusais à aller les chercher. En fait, j'imitais ce que je voyais à la télé, hein, finalement. Et après, j'avais construit une cabane dans le jardin. Je prenais le vélo aussi. J'allais, comme je disais, dans la garrigue avec les copains, jusqu'à ce que j'ai plus le droit de sortir à l'adolescence. Pour ma mère, une jeune fille ne sort pas de la... Enfin, c'est ce que je disais dans le double culture. Alors, on est de confession musulmane, et donc du coup, une jeune fille à l'adolescence, ça doit plutôt rester à la maison, ça doit pas sortir. Ma mère me disait souvent que c'est pas en moi qu'elle avait pas confiance, c'était les autres. Mais bon, voilà, c'était un peu ces trucs-là. Mes sœurs, et encore, moi je suis la dernière, donc ça a été plus souple avec moi. Mais mes sœurs, ça a été
assez dur pour elles, parce que la maison, c'était vraiment une prison, quoi. Elles avaient juste le droit d'aller à l'école et de revenir. Donc c'est vrai que ça... C'est un peu des fois aussi, je trouve, le problème de l'intégration de deux cultures qui sont opposées. Lorsque les parents ne font pas l'effort en fait, de vouloir intégrer un peu l'autre culture. Quand j'étais jeune, il y avait cette hantise pour ma mère qu'on devienne des filles françaises. Parce que dans notre culture, il y avait une image un peu de dévergondée associée à la fille française parce qu'elle a des rapports, parce qu'elle couche, etc. Et que du coup, elle voulait nous protéger entre guillemets de cette idée de réputation qui est très très fort à Dakar. Chez les Libanais, ça fonctionne beaucoup. Les réputations, ma mère me disait, la réputation d'une fille ne tient qu'à un fil et la réputation d'un garçon à une corde. Donc elle n'a pas tout de suite, je pense, intégré l'idée qu'en France, en fait, il n'y avait pas de réputation, que les gens s'en fichaient de ça, mais pour elle, c'était très prégnant parce qu'elle a grandi avec ça, elle ne pouvait pas déconstruire tout ça à 45 ans. Donc du coup, il n'y avait pas les mêmes éducations entre les filles et les garçons, et c'est pour ça qu'on avait ces chocs un peu de culture. Mais sérieusement, on est passé par les mêmes stades, c'est-à-dire qu'arrivé à l'adolescence, on en avait tellement marre de tout ce qui était lié à la culture libanaise et à la culture, j'utilise plutôt la culture musulmane, parce qu'elle nous empêchait de faire ce que nous on voyait des autres. On aurait grandi à Dakar et au Liban et on aurait vu toutes les filles être comme nous, on n'aurait pas eu ça, alors que là, on voyait les filles pouvoir faire des choses que nous, on n'avait pas le droit. Donc il y a un moment donné, on a rejeté tout ça pour accepter plus notre nous français. Et après, en regrandissant, mes parents ont grandi aussi, on a tous évolué. Et puis on a fait la paix avec nos différentes personnalités. C'est complètement schizophrène, cette histoire. Et du coup, voilà. Maintenant, on prend le meilleur des deux cultures, des trois cultures. Enfant, non, pas particulièrement. J'étais horriblement nulle à l'école, mais horriblement nulle. Déjà, je suis arrivée en France, je comprenais pas très bien le français en maternelle, donc c'était un peu compliqué. Mais non, je détestais l'école. Au collège, c'était encore pire. Peut-être le dessin. Le dessin, j'avais de bonnes notes en art plastique. Quand j'étais petite, je voulais être pompier, mais pas vraiment par vocation. C'est parce que depuis enfant, j'ai toujours cultivé une volonté absolument de me démarquer des autres. Et donc comme toutes les autres, il faut les faire princesse ou faire de la danse ou être chanteuse, moi je voulais absolument prendre le contre-pied de toutes les petites filles. Je voulais faire un truc alors que c'était pas vraiment quelque chose que je voulais vraiment. Mais voilà, du coup je voulais être pompier, c'est ce qui me garde en tête. Mais même sur les jouets, hein, par exemple, si toutes les filles avaient la Barbie, je sais pas, fée, moi j'avais demandé la Barbie marin, noire, que personne ne voulait forcément. Marin, en plus elle avait une tenue de garçon, alors que j'étais pas particulièrement heureuse avec cette Barbie. J'aurais peut-être voulu en fait la fée, mais je voulais tellement plus avoir quelque chose de différent que ça prenait le pas sur ce que je voulais. Donc voilà, c'était pompier. Aujourd'hui, je dirais que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'il a vécu, il a été très pauvre, il a presque vécu dans la rue, il n'avait quasiment pas de chaussures, il n'a pas eu de brosse à dents avant ses 18 ans. Enfin, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu, mais toujours avec le sourire. C'est quelqu'un qui rigole beaucoup, qui fait beaucoup de blagues, que beaucoup de monde aime. Quand on le voit, on ne se dit pas qu'il a vécu des choses aussi difficiles. Et voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, très généreux. Ma mère, je trouve qu'elle a été aussi très courageuse parce que c'est elle qui a porté le poids de toute la maison. C'est elle qui faisait tous les comptes, c'est elle qui s'occupait des tâches ménagères, elle travaillait. En fait, la charge mentale qu'elle avait, avec du recul aujourd'hui, en me disant qu'elle avait 4 enfants, mais il y avait toujours un cousin ou une cousine de passage, tout ce qu'elle a dû gérer, la pression d'avoir 2 crédits pour la maison et l'agence de voyage où il travaillait, je me dis que je suis impressionnée par tout ce qu'elle a accompli. Et puis en plus, je l'ai toujours trouvé canon. C'était important à l'école, quand elle venait me chercher, elle avait une allure, une classe folle, elle avait des longs cheveux bruns, elle avait été toujours hyper stylée, elle avait, sa tenue fétiche était une longue jupe ample avec des bottes en daim qui remontaient, et elle fumait avec une pipe, une longue pipe un peu à la Cruella, où elle mettait la cigarette, et elle a des énormes lunettes noires comme ça. Et franchement, à la sortie de l'école, quand on voyait les autres mères qui faisaient un peu bobonne, et ma mère avec cette classe, ses talons qui résonnaient, la volute de cigarette et ses lunettes, et toutes les mères la regardaient, c'était
elle était divine. Je suis partie de chez moi quand j'avais 19 ans pour aller faire mes études à Paris, pour faire un BTS communication visuelle dans une grande école d'art qui s'appelle Estienne. Alors, comme je l'ai dit, j'étais nulle à l'école, vraiment archi nulle, donc la conseillère d'orientation en 3e m'a proposé un CAP, un BEP. C'était très mal vu à l'époque, c'était vraiment pour les cancres. Et je suis allée visiter un CAP d'art graphique et ça a été... En fait, ce qui m'avait plu, c'était juste qu'ils mettaient de la musique et qu'ils se baladaient en classe. Je me suis dit, mais c'est trop cool ça! Ça a été instantanément la découverte d'une vocation, le graphisme. Donc j'ai fait un CAP, après j'ai fait un bac pro. C'est assez génial, je découvre l'histoire de l'art, je découvre le monde artistique. Et il n'y a que des hippies forcément, c'est l'école d'art. Donc il y a aussi l'esprit qui va avec. C'était ma période skater un peu. Je m'habillais en baggy. Je faisais que rouler sur mon skate parce que j'avais trop peur de faire des figures, mais j'avais le style quoi. Ça allait avec. J'avais un carton à dessin. Une vocation est née. Ensuite du coup bac pro. Donc ça se passe en 2 ans le bac pro. Dans la première année de bac pro, on me parle de cette fameuse école à Estienne, à travers les stages, et tout le monde en parle. C'est vraiment l'école. L'école, c'est Poudlard quoi. C'est Poudlard. Et il y a d'autres écoles d'art, il y a 4 grandes écoles d'art Estienne, Olivier de Serres, Dupéré et Boulle, dans les écoles d'art. Mais Estienne, elle est spécialisée dans les arts graphiques. C'est un peu quand on est graphiste, c'est un peu celle-là qu'on... mais globalement, quand on m'en parle comme si c'était quelque chose d'inaccessible pour moi déjà. Donc moi évidemment, c'est toujours la même démarche de la poupée. Hein, donc du coup, je veux absolument y rentrer. Donc je bosse vraiment, je donne tout vraiment pour y aller. Je donne tout et je m'éclate aussi dans ce que je fais. C'est aussi, je prends beaucoup de plaisir dans chacun des exercices. C'est aussi pour ça que ça marche bien. Et donc du coup, j'arrive, je suis première, je suis majeure de promo. Et j'avais évidemment postulé à Estienne. Et en fait, à Estienne, ils ne prenaient pas les bacs pro parce qu'ils trouvaient qu'ils n'avaient pas un niveau suffisant en rapport à ce que je disais sur les CAP et tout ça. Sauf que moi, évidemment, on me dit que je peux pas faire ça. Donc évidemment, je voulais absolument rentrer. Je suis rentrée sur Montpellier après les portes ouvertes. J'en ai parlé avec les profs et on a décidé ensemble de falsifier mes bulletins de notes. Alors, on a gardé toutes les notes, les recommandations, enfin tout ce qui faisait moi. Mais on a juste effacé le bac pro par MANA, donc mise à niveau en art appliqué. Donc j'ai postulé à Estienne avec ces faux bulletins, mais avec mon portfolio, mes travaux et tout. Et du coup, j'y suis allée, j'ai présenté mon portfolio. À la fin du portfolio, je leur ai dit que en fait, j'avais menti, mais que si j'avais pas fait ça, je serais pas venue. Je me suis fait incendier parce que je leur faisais perdre leur temps. Et en fait, 2-3 semaines après, ils m'ont appelé pour me dire que j'étais prise. Et du coup, j'étais la première bac pro acceptée en BTS com à Estienne sans passer par une MANA. Et après moi, ils ont pris des bacs pro. Ah mais j'avoue, cet été-là où j'avais eu mon bac pro, j'étais arrivée première, j'étais prise à Estienne, je partais de chez moi, c'était une euphorie quoi. C'était top. C'était un grand moment de victoire dans ma vie, un point que j'avais réussi ça quoi. Je vais vivre chez ma sœur, avec qui je suis très proche, celle avec qui je jouais au Chevalier du Zodiaque. Et ça se passe pas super bien parce que elle, c'est une jeune femme accomplie qui travaille, et moi, je suis une ado hippie qui fout le bordel. Pour résumer, en fait. Du coup, à mes yeux, elle est assez maniaque, et moi, je fais de la peinture, moi, je suis une artiste, quoi. Donc, du coup, c'est un peu la cata dans la colocation, mais il y a quand même des moments qui sont super aussi. C'est deux sœurs qui vivent ensemble. Elle vit à ce moment-là depuis 2-3 ans à Paris. Elle avait fugué. En fait, elle a dit à mes parents qu'elle partait en vacances et puis elle n'est jamais revenue. Parce que mes parents ne voulaient pas qu'elle parte. C'est le rapport à ce que je disais, ce cloisonnement. Finalement, ils ont fini par l'accepter. Puis il a fallu qu'elle défonce un peu la porte, elle, pour y aller. Mais c'est parce qu'elle y allait que moi, j'ai pu y aller aussi, quoi. Donc on vit ensemble pendant 2 ans à Paris. Et là, c'est la découverte de la liberté totale. Beaucoup de sorties, beaucoup de fêtes. Encore une fois, c'est l'environnement école. Je fume mes premiers joints, forcément. J'ai mes premiers bad trips aussi. Je jure de ne plus jamais fumer de joint de ma vie.
Mais comme on a tous dit qu'on le ferait plus jamais, je découvre l'alcool aussi, j'ai ma première cuite. C'est un grand moment d'euphorie, mais je comprends aussi pourquoi ils voulaient pas de bac pro, parce que je galère vraiment en cours. J'ai jamais fait de cours de nu, j'ai jamais fait de dessin académique, tous en ont déjà fait avant, donc je galère un peu, mais je me suis fait un petit groupe d'amis dans ma classe, une amie en particulier qui est très douée, enfin même 2 amies qui sont super douées, elles font partie des premières de la classe d'ailleurs, et avec qui on s'éclate, on fait la fête, un côté très sororité. Donc c'est top. Et ouais, voilà, beaucoup de fêtes, mais beaucoup de travail aussi. La découverte de Paris, des expos. Je veux dire, moi, mes devoirs, c'était aller voir une expo. C'était passer une après-midi à dessiner dans un atelier. C'était où travailler la glaise. Enfin, c'était génialissime, quoi. C'était des études passionnantes. Et puis du coup, il y avait le découverte de la ville. Le seul regret, c'est qu'on habitait en banlieue, donc en fait, il fallait se taper 1h30 aller-retour. J'habitais à Thiers et l'école était à Place de Clichy. Donc en fait, il y avait un bus, le RER et le métro. Mais ça faisait long, quoi. Et c'est de cette expérience que j'ai décidé de ne plus jamais vivre à moins de 10 minutes de mon école à pied. Non, j'avais un petit copain déjà à l'époque, quand j'étais au lycée. Et je suis restée avec lui, donc en fait je revenais souvent sur Montpellier aussi pour voir mon petit copain. Mais ça aussi, ça fait partie des choses. J'aurais aimé être célibataire finalement, et être célibataire à Paris, j'aurais plus profité de plein de choses. Là j'avais toujours le truc, mais bon, quand on est jeune, on a 19 ans, enfin on a 20 ans, on est amoureux. Par la suite, c'est quelque chose que j'ai fait différemment. Alors après mon BTS, donc j'obtiens mon BTS, je suis très contente. Il y a eu un stage que j'ai fait justement à Montpellier parce que je voulais être à côté de mon chéri, mais ça fait partie justement des regrets. J'aurais aimé faire finalement un stage sur Paris, ça aurait été plus instructif, mais bon, c'est fait, c'est fait. J'ai fait un stage dans une imprimerie, donc c'était intéressant aussi. Donc, j'ai découvert la sérigraphie, c'était une imprimerie un peu old school, donc ils faisaient des trucs, on faisait plein de trucs autour de la sérigraphie, la linographie, ce genre de choses, c'était top. Donc je fais un stage, l'été se passe et moi en fin de BTS j'avais postulé, j'avais commencé à avoir un goût pour la publicité. Donc mon BTS c'était option graphisme, édition et publicité. Donc publicité c'était trouver des concepts télé, faire des storyboards, etc. Et c'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu, donc j'ai postulé dans une licence publicitaire à Nancy. À Nancy, voilà. Pourquoi Nancy? Alors en fait pas forcément Nancy, c'est que j'avais postulé partout en France. Je suis allée faire des entretiens à Bordeaux, à Toulouse, je suis allée à Marseille. Et en fait, après, j'ai attendu les retours et j'ai été prise à Bordeaux et à Nancy. Et j'ai choisi Nancy juste parce que ça avait été les premiers à m'envoyer ma carte d'étudiant et tout mon dossier, à me dire vous êtes prise, voilà tout ce qu'il vous faut. Et en fait, c'est la raison la plus stupide que finalement pour choisir une école, quoi. Mais du coup, ça me permettait de faire mes demandes de bourse, de trouver mon studio, de commencer à m'installer et ça me rassurait. Donc je quitte Paris, et j'arrive à Nancy, je me suis trouvé un studio quasiment en face de l'IUT. Je suis boursière et mes parents, je suis boursière, j'ai 500 € par mois de la bourse du Crous, j'ai 200 € d'APL et mes parents me donnent entre 300 et 400 € par mois. Donc ça paye tous mes frais. Alors quand j'étais en BTS aussi, j'avais eu une bourse de mérite parce que j'étais arrivée première, donc ça c'était pas mal, ça avait permis aussi de financer les études. Donc je commence alors Nancy c'est un peu particulier parce que j'arrive dans une ville que je connais pas mais où personne me connaît non plus. Donc en fait je peux complètement... j'ai un peu cette sensation de déployer mes ailes. Disons que à Paris en BTS il y avait encore ma grande sœur, il y avait encore mon copain. Ah oui, j'ai quitté mon copain à ce moment-là aussi. J'ai quitté fin de BTS, j'ai quitté mon copain, donc j'arrive célibataire. Il y a vraiment ce truc de déployer de ses ailes et d'arriver dans une nouvelle ville où je peux tout écrire à nouveau, quoi. Donc je commence la licence et c'est assez facile, mais parce que je viens d'une école où le niveau était très haut et en fait j'arrive en licence où finalement... je suis un peu dans ma zone de confort, je suis parmi les premières, je suis très contente, je fais pas beaucoup d'efforts. Et tant mieux parce que du coup, là, j'ai déployé le mode niveau 10 en fête. Et franchement, je fais mes H24 la fête. Je ne fais que ça. Je me suis fait des amis dans la classe qui sont dans le même rapport que moi et on découvre la ville, on la longe
de long en large à pied, mais tout le temps. Après, l'Est de la France, c'est particulier parce qu'il y a aussi une culture de l'alcoolémie qui est particulière là-bas, honnêtement. Je découvre la bière, toutes sortes de bières. Il y a un peu cette culture comme ça qui est aussi très, très forte. Par exemple, par rapport à Montpellier, les gens, on va plutôt se retrouver en terrasse, on va plutôt se retrouver dans des lieux extérieurs, alors qu'à Nancy, on se retrouve plutôt chez les uns et chez les autres. Et ça crée aussi un rapport dans les amitiés qui est très différent par rapport à ça, parce que à Nancy, on rentre dans l'intimité des uns des autres, des fois on reste dormir sur place. C'est plus propice à créer des liens qui sont plus forts. Enfin, moi, je trouve que c'est lié à ça, essentiellement, que dans les amitiés à Montpellier, que j'ai complètement perdu d'ailleurs, c'était plus éphémère. Ah, en plus, mon studio, c'était, mais genre, comme il était en face du truc, ce qui était marrant, c'est que des fois, du coup, il y en a qui venaient de loin. Donc, quand le prof était pas là, en fait, moi, j'étais encore dans mon lit à ce moment-là. Il m'appelait, il me disait, le prof est pas là, puis tout le monde débarquait. Puis tout le monde dormait chez moi. H24, mon proprio, il pétait des câbles, mais j'ai failli me faire virer un nombre incalculable de fois parce que je laissais mes clés à des amis, parce que moi, j'avais rencontré un mec en soirée que je voulais le suivre et que... Enfin, mais je crois que j'ai mis ma vie en danger, mais 1000 fois. Je ne sais même pas comment je suis encore en vie avec tous les risques que j'ai pu prendre. Mais bon, c'était l'aventure, quoi. C'était une inconscience totale, une liberté absolue. À ce moment-là, non, surtout l'alcool, un peu de joint de temps en temps, mais l'alcool. Là, c'était la découverte de l'alcool. Comme je disais, les bières essentiellement, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même du potentiel. Après, évidemment, on est en licence, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Donc c'est des trucs qui démontent, genre la sangria à 2 €, les clairettes de Die, des trucs mais horribles à vomir en plus. Puis c'est des rapports à l'alcool qui sont hyper bizarres. Par exemple, on faisait des jeux mais débiles, quoi. Genre il y en avait un, il fallait attends, je sais que c'est débile, mais c'était ça. Fallait sniffer du sel, boire un shot de vodka et ensuite on mettait du citron dans les yeux. Et l'idée, c'était que l'intégralité de nos sens soit complètement pétée. Mais c'était débile, mais bon, c'était le genre de truc qu'on faisait, quoi. Donc voilà, des jeux d'alcool, beaucoup. Découverte aussi à ce moment-là de mon corps, de ma sexualité en tant que femme. Je lis un livre aussi qui est une révolution pour moi à ce moment-là, c'est le King Kong Théorie de Despentes, qui vraiment bouleverse beaucoup ma conception de la sexualité, qui était déjà très hétéronormée, parce que j'étais un garçon, une fille, j'étais avec un garçon pendant 4 ans, il connaissait les parents. Moi j'avais déjà fait le truc comme mes parents m'avaient appris, et à partir du moment où je quitte mon copain et que je me retrouve célibataire, du coup j'essaye un truc avec une fille, j'essaye d'autres choses, quoi. J'essaye, en fait, pour moi c'est une sorte d'énorme laboratoire de liberté, de possibilités, parce que il y a ce truc d'être inconnu. Donc je m'amuse beaucoup. Après j'ai des peines de cœur évidemment, mais j'apprends aussi que des fois aussi être une femme c'est compliqué, ça peut être dangereux. Puis il y a aussi des fois un peu une forme d'injonction à la liberté sexuelle. C'est très bizarre, mais la norme à ce moment-là dans mon groupe d'amis, c'est on va faire des plans d'un soir, on a des plans cul, ce genre de choses, et en fait on veut un peu être comme les autres, mais finalement en fait avec du recul ça me correspondait pas totalement. C'était sympa, mais il y a des moments, des situations où je me suis retrouvée à faire des choses juste parce que c'était censé être fun, et en fait j'ai pas trop aimé tant que ça. J'avais juste l'impression que le mec il allait tirer son coup et puis au revoir, et puis il n'y a pas eu d'échange, quoi. Donc j'ai appris beaucoup sur la sexualité dans son ensemble. Le rapport à la femme, le rapport au corps, à l'homme. Ouais, alors évidemment, parce que je suis grande amoureuse. Donc là, je rencontre un garçon avec qui ça match, je reste avec lui. J'ai ma licence. Et à ce moment-là, j'ai pas fait de nouvelles demandes. Donc je reste un peu sur place, je commence à essayer de trouver du boulot, sauf que c'est le tout début d'Internet. Et en fait, dans les offres moi je fais que du print à ce moment-là, donc tout ce qui est papier. Je suis pas encore dans le web, j'ai pas du tout cette formation-là. Et du coup, on ne m'embauche pas parce qu'ils cherchent des graphistes qui commencent à toucher un peu le web. Donc pendant 1 an, je reste aussi à Nancy parce que je vais être avec mon chéri. Ça, c'était la dernière fois où ça va arriver. Après, je n'ai plus fait ce genre d'erreur. Mais bon, c'était pas tant une erreur, c'était intéressant. J'ai fait 1 an que des petits boulots.
le service client d'SFR, j'ai vendu du papier toilette au supermarché, j'ai distribué des chocobons en patin à roulettes. J'étais dans une agence d'intérim, mais des fois j'ai l'impression qu'ils m'envoyaient tous les boulots à la con, c'était pour moi quoi. Et j'ai rempli des trucs Excel, enfin c'était, il y avait un nouveau boulot à chaque fois, tous les mois. Donc ça a été hyper enrichissant pour plein de choses, ça m'a appris plein de choses que mon travail m'aurait pas appris. Par exemple, le service client d'SFR, quand on se fait insulter 10 fois par jour au téléphone, après on n'a plus peur d'appeler les autres. Moi j'avais peur avant d'appeler pour un stage, d'appeler les impôts, d'appeler ce genre de trucs, j'étais intimidée, j'ai recopié le texte pour le lire. Et en fait au bout d'un moment le téléphone n'était plus... Enfin ça y est, c'était acquis quoi. Chaque boulot apprend un peu quelque chose. Après cette multitude de petits boulots en parallèle, je postule mais j'ai pas de boulot en tant que graphiste et j'en parle avec les anciens de la licence du BTS et clairement je me dis que là c'est le moment pour faire une formation de web designer parce que je sens qu'il y a un câble, je sens que l'internet ça va... Enfin évidemment je sens qu'internet ça va être un truc de dingue mais il faut se dire qu'à cette époque c'était encore les prémices quoi. Donc et c'est évident pour que ce soit à Paris parce que disons que Nancy ça a été une réelle création mais là c'est mon avenir, faut pas déconner, faut retourner sur Paris parce que c'est des métiers qui nécessitent des villes plus grandes. Du coup je postule dans différentes formations au Gobelin, je suis pas prise et à Paris 8 ils font un master pro qu'est-ce qu'ils font? Scène, création, édition numérique donc là je suis prise là-bas. Et du coup, je reste avec mon copain, mais je lui explique qu'il faut que je retourne sur Paris. Donc, je reprends mes bagages. Il s'avère que l'une de mes amies avec qui j'étais en BTS à ce moment-là retourne elle aussi sur Paris. Donc, on se prend une coloc toutes les deux sur Barbès. Donc, je vais pas dire, là, c'était encore, on a déployé encore la fête, mais c'était une autre fête. C'était un peu la part du bonheur. Déjà, on faisait tout le temps la fête avec les copains que je m'étais fait en master. Alors, chose particulière, c'est qu'en BTS, je me suis fait un groupe de filles. Mais après que ce soit en licence ou en master, ça a été que des groupes de garçons. Je crois que c'était l'alcool qui nous réunissait, honnêtement. C'était la façon de faire la fête qui nous réunissait. C'est con, mais les garçons, c'est vrai que c'était plus fun là-dessus. Et du coup, avec eux, on faisait souvent la fête dans l'appart. Et en master, ça se passe super bien. Je suis un peu larguée parce qu'on a des cours de code, des choses un peu plus techniques, mais il faut en passer par là. C'est moitié, on va dire moitié développeur, moitié créatif. Et les cours sont pour les deux, justement pour que comme on est amené à travailler ensemble, pour que les deux comprennent les métiers de l'autre, quoi. Donc c'est passionnant, mais je galère quand même. Genre le contrôle de PHP, pour ceux qui savent, bon, franchement le 8, je sais même pas comment je l'ai eu, quoi. En plus, contrôle de PHP à l'écrit, quoi. Du code et à l'écrit. Faille double avec... c'était l'horreur. L'horreur. Mais bon, je sais pas comment, par miracle, j'ai mon master parce que franchement, j'ai pas beaucoup fait d'efforts dans les matières techniques. La première année, je retourne régulièrement sur Nancy. Et je fragmente un peu aussi. C'est souvent moi qui vais à Nancy, c'est rarement lui qui vient dans ma vie à Paris. Mais même avec l'autre, c'était pareil, c'est souvent moi qui allais à Montpellier. Il y a toujours un rapport comme ça avec deux vies, deux personnes différentes. Et du coup, milieu de la deuxième année, en fait, il me quitte. Il me quitte parce qu'il a les désavantages des deux situations. C'est-à-dire qu'il vit seul. Il n'a pas l'avantage de la vie en couple parce que je ne suis pas là tous les jours. Mais il n'a pas l'avantage du célibataire parce que quand il sort et qu'il voit des nanas, il ne peut pas les ramener. C'est ce qu'il m'avait dit. Bon, après, il a très très mal choisi. En fait, au moment où il voulait me quitter, c'était à peu près le moment de mes anniversaires. Il faut savoir que mes anniversaires, ça a toujours été des fêtes, mais de malade mentale. À envoyer des cartons d'invitation déguisés et tout. Et donc là, ça faisait un mois que j'étais sur mon anniversaire. Et lui, il voulait me quitter. Mais du coup, il voulait attendre mon anniversaire pour me quitter, pour pas gâcher la fête. Sauf que le jour de mon anniversaire, ce con... comment dire, ce con, il était sous et du coup ça lui a échappé. Donc en fait en plein milieu de la soirée, à minuit, en plus quand moi je suis bourrée, donc autant vous dire que se recevoir des réponses comme ça bourrée devant tout le monde, enfin avec tout le monde, ça a été, j'ai pété un câble quoi. Ouais, c'était violent. Je l'ai insulté, j'ai arraché les murs, non mais la drama queen quoi. Parce que bourré, tout est démultiplié quoi. Donc avoir un truc, mais tu te fous de ma gueule quoi, sérieux? J'ai fait des shots après, non mais c'était très sale tout ce qui s'est passé cette soirée-là. Le lendemain, je suis rentrée à Paris, après j'étais dévastée parce que j'étais pas prête déjà à ce qu'on me quitte. Puis j'étais encore amoureuse. Donc pendant un moment, je suis un peu en contact et puis, je reviens, je dois revenir pour chercher mes affaires, donc je fais des allers-retours, j'essaie un peu de
je fais pitié un peu à ce moment-là. Ça dure à peu près 2-3 semaines et je me souviens un moment où j'essaie de l'embrasser en sortant, en prenant mon train, puis il me repousse. Et là, il y a mon ego qui prend le dessus. J'ai fait ah ouais, c'est ça. Ok. Et en fait, du coup, je suis rentrée et là, j'ai fait du sport de ouf. Je mangeais plus trop parce que j'avais pas très faim. Mais du coup, quand je retournais sur Nancy, mais j'étais bonasse, mais de dingue quoi. C'était un truc, mais j'étais sublime. Après, on sortait avec les potes parce qu'on avait des potes en commun. Je faisais la fête, je l'ignorais, mais royalement. Et évidemment, le fuis-moi je te suis moi je te fuis a marché du tonnerre. Puis 2 mois après, il est revenu en disant qu'il regrettait. Donc moi, entre-temps, ma vie était sur Paris. Donc je lui dis, ok, si tu veux revenir, c'est sur Paris. Donc il a emménagé à Paris. On a pris un appart tous les deux. Et ça a tenu encore pendant 2 ans. Et puis après, on s'est séparés. Et en parallèle de ça, quand j'étais en master, du coup, j'ai fait un stage à Cergy dans une start-up qui était super. Et en fait, c'était une start-up dans laquelle j'avais fait mon stage et ils m'ont embauché après en tant que graphiste, web designer. Et c'était génial, quoi. Je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais appliquer tout ce que j'avais engorgé pendant des années à l'école, je le ressortais, mais à ma sauce. Et du coup, j'ai découvert la relation. L'avantage des startups, c'est qu'on fait tout. Du coup, je présentais mes créas aux clients, je faisais les briefs créas. L'ambiance là-bas était génialissime, on était des grands enfants, quoi. On avait un Mario géant au milieu de la pièce, on faisait des batailles de chaises de bureau. Non mais c'était n'importe quoi. Moi, j'étais la mascotte là-bas en plus. Donc c'était génial, ça a été 3 ans génialissime. Le stage a duré 2 ans à la fin du master et en fait ils m'ont embauché en CDI et je suis restée 3 ans chez eux. Lui il est allé travailler à Micromania, chez Micromania à La Défense. Il est venu à Paris et puis on a pris un appart tous les deux à Porte de Clichy. Je passerai après sur ce quartier très particulier. On est resté dans cet appart pendant 2 ans à peu près, 2 ans et demi, 3 ans. Ah si, il m'avait fait un truc mais... Quand il a vu qu'il pouvait me perdre, il m'avait demandé en mariage, mais bourré, donc ça comptait pas vraiment. Donc pas de mariage, non. Là, il faut se dire que j'ai 26, 27 ans, un truc comme ça. C'est pas du tout dans les plans. Ça fait 2 ans que j'ai fini mes études, je viens à peine de rentrer dans le monde du travail. Je suis focus sur ma carrière à ce moment-là. J'ai un groupe d'amis aussi sur Paris. Non, j'ai travail, amis, fêtes, voyage. C'est moi. Enfin, c'est toujours quand même moi qui ai quitté mes copains. Parce que c'est plus... En fait, il m'avait brisé le cœur et je pense qu'il y avait un truc qui s'était cassé. C'est compliqué après de faire confiance à nouveau. Parce que quand on dit tomber amoureux, il y a ce truc de tomber, de s'abandonner. Moi, je m'abandonnais plus, j'étais prête à tout moment à me faire larguer. Parce que ça m'était déjà arrivé. Donc en fait, quand on est prêt à être seul à tout moment, en fait, on est déjà seul. Donc du coup, petit à petit, ça s'est étiolé. On partageait plus de... C'était plus ça, quoi. C'était plus Louis. C'était... Des fois, on a une intuition qui fait qu'on sait qu'il faut que ça s'arrête. Il y a eu un peu sur la fin, j'avais commencé à mettre en place une sorte de jeu pour qu'on fasse des choses ensemble. Je lui avais dit, un week-end par mois, il y en a un qui prépare un week-end, une surprise sur Paris, une activité, un truc à faire. Je prends le premier mois, donc on allait visiter le jardin des plantes, et puis après on s'est fait un pique-nique avec ciné en plein air à la Villette. Rien de foufou, mais l'idée c'était qu'on fasse quelque chose. Et le mois d'après c'était à lui, donc je lui avais dit quel week-end. Donc arrive le vendredi, il se passe rien. Le samedi, on est à tous les deux sur le canapé, il se passe rien. Je lui dis, mais t'as pas prévu un truc, t'as quelque chose? Il me dit, non, mais je croyais que t'étais à Montpellier ce week-end-là. Et je lui dis, bah oui, mais tu vois bien que je suis là. Tu vois bien qu'on est samedi après-midi, que je ne suis pas à Montpellier. Et il dit, oui, mais du coup, comme j'ai cru que t'es à Montpellier, j'ai rien fait. Et je me souviens d'avoir ressenti un profond ennui en me disant, non, mais c'est ça va être ça ma vie. Je me suis levée, j'ai pris une douche, j'ai pleuré, et je me suis dit, voilà, c'est terminé. Non, je le quitte pas tout de suite. Entre-temps, la semaine d'après, spontanément avec ma sœur, on décide d'aller en Tunisie, dans un truc all inclusive, truc de feignant, il n'y a rien à faire là. Là, je pense que c'est à ce moment-là dans la douche où je me dis que c'est fini, mais je le conscientise pas totalement. Et pendant cette semaine en Tunisie, je discute avec ma sœur, donc globalement je sais que ça y est, c'est fini. Faut savoir qu'entre-temps, ma sœur, celle avec qui j'habitais, elle est partie vivre à Singapour. Parce que son mari a eu une promotion là-bas et puis du coup il décide donc de partir là-bas. À ce moment-là, ça fait
2-3 ans qui vivent là-bas. Donc moi je suis déjà allée les voir une fois et elle me dit mais t'as qu'à venir à Singapour. Et là je dis mais oui c'est vrai ça, je suis qu'à aller à Singapour. Et en fait du coup je rentre avec cette idée. Ma sœur m'appelle pour me dire que c'est bon, elle a vu avec son mari, il est ok pour que je vienne, il n'y a pas de souci. Donc là je me souviens, je suis sur le parking du boulot. Je me dis ok ça y est, je vais démissionner. Je rentre, je quitte mon mec et demain je dis à mes patrons que je vais démissionner. Donc c'est ce qui se passe, je rentre, je quitte mon mec. Je lui explique que j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'aventure, que c'est plus possible, que je veux faire autre chose et que je vais démissionner, que je vais tout quitter, que je vais... Alors à ce moment-là, je quitte tout, je pars pour Singapour. Donc il faut pas du tout ça. Donc après le lendemain, j'en parle à mes patrons. Bon évidemment, rupture conventionnelle, c'est impossible, c'est moi qui veux partir, donc voilà. Et du coup, je démissionne et je vends tout ce que j'ai. J'allais chez ma sœur, donc pour moi, j'avais pas tant besoin d'argent que ça. Puis, à cette époque, je gagnais 1600 € net par mois. J'avais l'impression d'avoir un salaire de Crésus. Et j'allais avoir une prime de... Enfin, j'allais repartir avec 2000 €. Donc moi, je pensais que c'est comme si je partais avec 40 000 €, quoi. 2000 €, j'ai le temps, je vais faire tout ce qu'il faut, quoi. Et donc, du coup, je vends tout ce que j'ai, donc ça me fait aussi de l'argent, parce que je vais pas me trimballer mon canapé et tout. C'est une expérience très particulière de vendre tout ce qu'on possède, mais tout quoi. J'avais ma vie tenait dans 3 sacs à dos après, tout, mes livres, j'avais tout vendu. Il y a que ma plante là que j'ai gardée, Barbara, qui est restée avec moi depuis. Donc du coup, je quitte tout. Et ça là, le moment où je suis à l'aéroport avec mon sac à dos, j'écoute Peter Van Hall dans le casque, mais je me souviens de cette musique-là, et là c'est la liberté, enfin dans ma tête c'est la liberté absolue quoi. Je vais à Singapour, j'ai plus de boulot, ça m'inquiète pas, j'ai pas de mec, ça m'inquiète pas, j'ai pas d'appart, j'ai rien quoi, j'ai rien du tout, je vais juste à Singapour. Et j'y reste pendant 3 mois. Après je fais 1 mois au Liban, parce que mes parents y sont, pareil je vais chez la famille. Je glande. Franchement, j'ai rien foutu. Je sais pas ce que j'ai fait là-bas. Non, j'ai rien foutu. Si, j'ai fait mon portfolio parce que je voulais quand même chercher après du boulot pour plus tard. Je me suis mis en freelance. J'ai ouvert un statut d'auto-entrepreneur. Avec mon statut français. Parce qu'il y avait des Français là-bas qui voulaient que je leur fasse un logo pour un truc de joaillerie. Et ils voulaient faire un truc officiel. Donc je me suis mis en auto-entrepreneur pour leur faire une facture. Bref, ça m'a donné un peu le goût du freelance à ce moment-là. Et donc j'ai fait mon portfolio. J'ai visité, je suis allée faire des week-ends en Thaïlande, je vais faire des week-ends en Malaisie. Je profitais. Ma sœur habitait dans un condo, donc c'est un peu le truc à la Beverly Hills, avec une grande piscine. J'ai lu, je faisais que lire en fait dans la piscine. Et voilà, j'ai fait pendant des mois. Mais c'était bien, c'était génial d'avoir. Avec du recul, je me dis, mais en fait, on devrait tous faire ça, quoi. Mais oui, c'est ça. Puis avec la sécurité de savoir qu'on a un logement avec quelqu'un sur place. Mes journées, j'allais explorer, je me baladais. Bon, j'ai encore beaucoup fait la fête, je vais pas vous le cacher. Sauf que l'alcool là-bas, ça coûtait un bras. Genre la pinte était à 14 €. Mais j'ai rencontré plein de gens. J'ai fait des soirées avec des Australiens, j'ai fait des soirées avec des Écossais. Je comprenais rien à leur anglais, c'était une galère. C'était pas possible. Mais l'alcool aidant, voilà. Après, j'ai rencontré plein de gens qui allaient, qui venaient. Mais bon, clairement, j'allais pas rester ma vie là-bas. Et c'était pas possible de trouver du boulot là-bas. Donc du coup, avec ma sœur et son mari, on fait le tour du Liban en voiture avec la famille, on va dans les montagnes, on visite tout, on refait la fête à Beyrouth, parce que Beyrouth c'est un endroit où on fait la fête de dingue. Non, c'est assez génial. Et là je rentre sur Paris du coup, je me dis allez je vais mettre freelance, j'ai pas d'appart, j'ai pas de mec, j'ai pas d'argent. Ma cousine a une petite chambre de bonne à ce moment-là qu'elle me prête. Mais c'est quand même précaire, parce que c'est une chambre de bonne, c'est au 6e, en plus sans ascenseur, c'est 15 mètres carrés. Les toilettes à l'extérieur, en plus une fois j'ai claqué la porte, je viens de me réveiller, je veux juste aller faire pipi, donc j'étais en culotte et t-shirt, j'avais rien. Et j'ai oublié de prendre les clés, la porte elle a claqué. Oh là là, je sais pas si vous vous imaginez se retrouver en culotte dans un couloir sans rien. Entre temps, moi je m'étais fait des amis, je m'étais fait les copines, j'avais invité tout l'étage à venir boire des coups dans le studio, donc du coup je les connaissais bien. Il n'y a que l'alcool dans tout mon parcours, en fait. Mais c'est que voilà, j'avais invité tout le monde, donc ça va. Après, j'ai appelé un serrurier et tout ça. Donc, du coup, ça va, mais c'est quand même limite, quoi. Là, ça a été le moment dans ma vie où vraiment ça craignait, quoi. C'est le moment où j'ai eu faim.
Et j'étais trop orgueilleuse pour aller demander de l'argent parce que c'était moi qui m'étais foutue dans cette merde à vouloir aller à Singapour. C'était le moment où je regardais vraiment les prix. Je mangeais des nouilles chinoises avec du ketchup parce que ça coûtait pas cher, parce que j'en avais ras le cul j'en avais marre des trucs aux crevettes. Je mangeais que ça. Je mangeais ça ça a duré un mois. Un mois sans argent. Je me souviens, j'avais pas de quoi acheter un pass Navigo, donc quand je visitais les appartes, je faisais tout à pied. Je me souviens aussi, j'avais même pas de quoi acheter un café pour attendre entre deux apparts, donc j'attendais à l'arrêt de bus. Il y a des moments où je me suis sentie misérable. Mais j'avais trop d'orgueil pour demander de l'argent. Parce que ma mère m'avait dit avant que je parte, tu vas le regretter. Enfin, il y avait tout le monde qui avait jugé ce truc-là, genre tu vas le regretter. Je pouvais pas leur laisser je pouvais pas montrer autant de misère. Et moi, je savais. Je savais que mon appart, je l'avais déjà trouvé, c'est juste que je l'avais pas visité. Mon boulot, je l'avais déjà, c'est juste que j'avais pas encore fait le truc. C'était là, ça attendait, mais ça allait venir, quoi. C'était une question je sais pas, j'en avais une certitude, quoi. Alors sur la fin, quand même, j'ai fait 2 semaines chez un couple d'amis, parce que là, il fallait que je rende le studio. Et là, quand je me suis retrouvée chez eux, là, ça m'a... Je sais pas, il y a un truc... Mais genre, par exemple, là, quand j'ai mangé des tomates chez eux, la première fois, quand j'ai un mois à manger qu'un seul truc, que des nouilles, là, chinois, quand j'ai mangé des tomates avec de l'huile d'olive, mais je les comprends à Koh-Lanta. Quand on les voit s'extasier sur un bout de poulet, non mais moi, je suis là, je la regarde, je fais, ouais, franchement, je comprends. Mais ces tomates, c'était un truc de malade, ce qui s'est passé. J'étais là, oh, c'est tellement bon! Et là, après, du coup, j'ai commencé à trouver des missions. J'ai trouvé une mission dans un média connu, en freelance. Et eux, ils m'ont pris 3 semaines par mois. Et après, après le freelance, c'est un bouche à oreille, quoi. Le patron de mon ancienne agence dans laquelle j'avais bossé, pendant 3 ans, on s'était quitté super en très bon terme. Il s'était mis en freelance, donc du coup, il avait besoin d'une web designeuse. Et forcément, il m'a mis dedans. Et puis après, ça a commencé à rouler. Après, il n'y a plus de soucis. À ce moment-là, j'ai trouvé du boulot. Donc là, il faut trouver un appart. Sauf que j'ai pas une thune, j'ai rien du tout. Donc là, j'utilise ce qui est dans mes cordes. C'est-à-dire que j'ai pris mes anciennes fiches de paye, je les ai falsifiées, j'ai fait croire que j'étais en CDI. Donc la première appart, je me suis fait cramer. Donc ils n'ont rien dit. Enfin, ils m'ont dit, on sait que c'est des fausses fiches de paye, cassez-vous, quoi. Alors... En fait, je leur ai demandé comment ils avaient su et ils m'avaient dit que en fait, c'était le taux de la sécurité sociale qui avait augmenté. Moi, j'avais mes fiches de paye avaient genre 6 mois, un truc comme ça, et le taux avait changé, que c'est à ça qui... Puis en plus, moi, comme une nouille, j'avais juste changé le haut et le bas, quoi. Pas toutes les lignes. Donc là, j'ai fait, ok, on va y aller. Il m'a fallu 3 jours pour faire 3 fiches de paye, mais j'ai fait chaque ligne, aller voir. En plus, comme j'avais pas d'argent ou quoi que ce soit, j'allais dans les cafés, les cybercafés, là. Donc c'était un truc j'allais chez X, est-ce que je peux venir imprimer des trucs, j'appelais c'était la galérienne de dingue, quoi. Et là j'ai trouvé le studio. C'est passé le jour où je suis allée signer le bail, je me suis dit ils vont me cramer, puis en fait c'est très bien passé. Donc là j'ai mon studio, premier chez moi à moi dans une vie d'adulte, quoi. Donc c'est top. Et là donc commence une nouvelle étape, un nouveau moment. À ce moment-là, je rencontre la personne qui sera mon futur ex-mari. C'est ça. Donc dans le média dans lequel je travaille 3 semaines par mois. Donc ça match très bien, on se met en couple. Tout se passe bien. Au bout il squatte souvent dans mon studio. Moi j'ai un studio de 20 mètres carrés, donc c'est un peu petit. On finit par trouver il y a un ami à lui qui laisse son appart, donc on va là-bas, et là c'est à Aubervilliers. Là c'est vraiment la zone, quoi. Franchement j'ai détesté ce quartier. Les voisins ils jetaient leurs poubelles par les fenêtres. La rue c'était l'horreur, mais l'appart était super. Donc tant qu'on sortait pas, tout se passait bien. Donc là on habite là pendant 2 ans. On va en vacances à Singapour chez ma sœur. Et là, il me demande un mariage. Et moi, je dis oui. Alors que, en fait, 2 jours avant, je voulais le quitter. Il y avait un truc où je me disais... je l'aimais pas, lui, à l'étranger, en fait. Je trouvais qu'il était hyper dépendant de moi. Que moi, c'est moi qui gérais tout. J'avais un peu une rôle de maman bizarre, quoi. Et j'aimais pas comment il était là-bas. En fait, là, si j'ai compris, c'est que je me suis dit, mes parents ils vont être tellement heureux que je me marie. Il y a un truc quand j'ai vu la bague, je me suis dit, ça va être trop cool de se marier. J'ai vécu ça comme si on me proposait un tour du monde, quoi. Je me suis dit, tiens, c'est une super expérience à faire.
Littéralement, c'était ça, quoi. Et je suis contente parce que je le vis encore aujourd'hui comme ça. Je me dis, tiens, je sais ce que c'est se marier. Je l'ai fait. Je m'en suis débarrassée. Cette injonction qu'on met sur nous, je m'en suis débarrassée parce que je l'ai fait, quoi. Ça, c'est bon. J'ai plus besoin de me soucier de ça. Je me suis mariée, j'ai divorcé, je sais. Ouais, enfin, grosse fête. Oui, on est une centaine. J'ai fait mon mariage toute seule, quoi. J'ai fait la déco, j'ai fait tout le... Il n'était pas forcément trop présent parce que de toute façon, je lui laissais pas la place, honnêtement. Je vais pas non plus lui taper dessus parce que c'est vrai qu'il n'a pas trop eu le choix, quoi. Et puis il s'en foutait, donc moi j'ai soigné tous les détails. C'était une super fête. Quand je l'ai épousé, je l'aimais et je me dis que ça c'était important. J'ai fait mon mariage parfait. Par contre, ça m'a coûté 20 000 balles, franchement. Ça, je dis, je mets comparaison autour du monde, quoi. Ça a coûté un bras, quoi. Mais ça valait le coup. Avec cette personne que j'ai rencontrée, ouais, ça passe à un niveau supérieur. Drogue. En fait, lui dans son groupe d'amis, ils prennent souvent de la drogue. De la cocaïne, de la MDA, des extas. Il faut savoir aussi que la cocaïne, depuis ces dernières années, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le truc s'est complètement démocratisé. On commande de la cocaïne à son dealer comme on commanderait un Uber Eats. C'est plus les trucs Escobar comme quand on était petit, la cocaïne c'était un truc pour le showbiz. Maintenant la cocaïne on en a en enfin c'est vraiment Uber Eats. Hein. On a un dealer, je veux tant pour telle heure, il vient, il livre, on donne, il part. C'est à domicile, quoi. Donc cette vulgarisation de la drogue, puis le fait que tout le monde en prenne, ben moi j'ai essayé parce que ils avaient l'air bien, et puis c'était génial, quoi. Et comme j'étais finalement assez pas si heureuse que ça dans ma vie, ma relation avec mon mari n'était pas folle. Puis il y avait beaucoup de choses que je trimballais de l'enfance, des rapports aussi un peu compliqués avec mes amis. Comme j'avais la sensation de ne pas avoir grandi avec une maman, je recherchais souvent cette figure. Alors je vous dis ça, c'est la thérapie que je fais actuellement qui m'a sorti tout ça. C'est pas moi qui l'ai. Du coup, je cherchais vachement cette figure maternelle auprès de mes amis. Et comme un enfant, en fait, je cherche l'amour des autres, et donc j'essaie de tout faire pour me faire aimer. Sauf que du coup, ça peut jamais combler un amour maternel. Donc beaucoup d'exigences envers des amis, des rapports très compliqués. Je leur demande beaucoup. Moi, je fais beaucoup de crises quand je suis sous. Je souffre beaucoup. À travers ma vie, j'ai eu beaucoup de moments aussi une façon d'extérioriser ces douleurs. Quand j'étais en licence, c'était une période où je me scarifiais beaucoup. Oui. J'ai souvent été dans l'autodestruction. C'est bizarre, en fait. J'étais dans des moments d'euphorie totale et dans des moments de dépression très profonds. C'était la fête, la joie, comme ça pouvait être la torture, quoi. Donc en licence, c'était la scarification. Finalement, quand j'ai rencontré mon conjoint, c'était la drogue. Et donc la cocaïne, il faut se dire que c'est une drogue, ça rend très égocentrique, on adore parler de soi. Et on pense qu'on est la personne la plus intéressante de cette planète. Je pense que toutes les personnes qui ont pris de la coke se sont couchées en disant « faut que j'écrive un livre ». Faut que j'écrive un livre. Parce que c'est tellement intéressant ce que j'ai à dire, faut que je fasse un livre. Et du coup, si vous mettez plein de gens qui prennent la cocaïne ensemble, qui ne s'écoutent pas, mais qui adorent parler d'eux, on est tous hyper heureux, quoi. Par contre, ceux qui en prennent pas, du coup, mes autres amis, tout ça, il y a un vrai mur, quoi. On parle pas le même langage, on n'est pas dans la même soirée. Donc la drogue isole parce que on n'a plus envie d'en prendre qu'avec les personnes qui en prennent pour être sur le même délire. Mais comme l'alcool, en fait, ça restait des moments de fête, mais au bout d'un moment, j'étais incapable de boire de l'alcool, d'aller boire des... Faut se dire qu'à ce moment-là, je sors au moins 3-4 fois par semaine, quoi. Si je sors pas avec les collègues, je sors avec les potes de master. Si je sors pas avec les potes de master, je sors avec les filles. Si je sors pas avec les filles, je sors avec... Enfin, j'ai 1000 groupes, quoi, de personnes. Et du coup, je sors beaucoup, quoi. Et à un moment donné, je ne peux plus boire d'alcool et faire la fête sans prendre de coke. Donc ça me coûte un bras déjà, parce que le gramme est à 80 €. Le gramme, il me fait une semaine. Donc plus l'alcool, plus la clope, plus les sorties, plus le Uber, plus le kebab. Enfin, ça multiplie, les soirées coûtent une fortune, quoi. Arrive un moment où il y a une fête qui dégénère, ça va un peu trop loin. J'invite des inconnus chez moi à faire la fête et à prendre de la coke avec moi. J'ai ma meilleure amie à ce moment-là qui dort dans le salon. Mais bon, comme j'ai pris de la coke, je suis inconsciente et en plus je suis sous. Eux, ils sont très gentils, il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment eu pas de souci, mais c'est des inconnus, quoi. Et elle se réveille avec moi sous coke de ouf, eux aussi, dans l'appart, mais
Elle part et en fait, après, le lendemain ou le surlendemain, on a une discussion et globalement, je réalise que je nous ai mis en danger, quoi. Et moi, que je me mette en danger, c'est une chose, mais en fait, elle, je l'ai mise en danger, elle dormait, quoi. Donc ça aurait pu être des violeurs, des tueurs, enfin n'importe quoi. Je me suis dit, putain, t'as fait n'importe quoi. T'as fait n'importe quoi. Et parce qu'en fait, à ce moment-là, il y avait personne qui était dispo et je voulais pas prendre la coke toute seule. Donc je suis allée retirer l'argent pour donner aux dealers parce qu'ils prennent que l'espèce. Et je les ai croisés en sortant. Et alors la coke, faut se dire que c'est un peu comme l'alcool ou tout ça. Enfin, c'est toutes ces drogues-là. Ça rend. Déjà, moi, il en faut pas beaucoup pour que je sois friendly. Enfin, alors là, moi, ça a décuplé tout le monde était génial. J'étais hyper open avec tout. Enfin, open, genre hyper souriante. Alors, je pense souvent que ça m'a aidé parce que comme il y a un sourire, c'est compliqué d'aller dans l'agression. Mais eux, ils étaient vraiment adorables. Mais bon, le fait est que c'était pas à faire, quoi. Donc ça, on est en mois de décembre, j'arrête la drogue. Et les personnes aussi qui en prenaient, j'ai arrêté de les fréquenter. Parce qu'en fait, j'ai compris que si je ne m'éloigne pas de la drogue, je pouvais pas, j'étais addict. Donc quand à partir du moment où je me suis dit, en fait, j'arrivais pas, tant que j'étais à Paris, tant que j'étais avec lui, tant que j'étais avec eux, j'allais en prendre. Il fallait que je coupe tout. Je me suis mis dans des villes, dans des endroits où j'avais pas de possibilité d'appeler un dealer. J'ai dit d'abord à mon mari de quitter la maison, parce que de toute façon... on n'était plus fait pour être là. Pareil aussi, un rapport très maternel. Finalement, c'est revenu très vite ce truc-là de j'étais sa mère pour tout. Lui, il a la phobie administrative. Enfin, moi, je vais dire ça, il a la phobie administrative, mais bon, je gérais tout, quoi. Et j'avais l'impression de reproduire le même schéma que ma mère, de gérer tout, quoi. Tout. Lui, sa vie était tellement simple, quoi. Moi, je gérais l'appart, les trucs. Après, il y a eu aussi un truc il devait vendre sa voiture, il m'a dit qu'il l'avait vendue, puis en fait c'était un mensonge, enfin plein de choses, il y a eu beaucoup de mensonges. Lui était assez tétanisé, c'était quelqu'un qui n'osait pas, il manquait de... C'était un peu un enfant dans un corps d'adulte, quoi. Donc bref, on matchait pas, on n'était pas fait pour être l'un avec l'autre, et puis ma relation avec lui m'amenait pas dans le bon. Lui, il buvait beaucoup aussi, il fumait. Enfin, pour moi, pour que moi je survive, il fallait que lui s'arrête. Il fallait que je sois loin de lui. C'était pas possible. C'était trop imbriqué la période coke et lui, ça faisait partie du même groupe. Donc du coup, je lui ai dit de partir. Lui, il avait un autre appart qu'il avait laissé vide. Il payait les crédits, mais en fait, il y avait personne dedans parce que c'est rapport à ce truc administratif là, justement. Donc il est retourné là-bas. Et moi, j'étais... j'avais l'appart pour moi. J'ai pris un cabinet d'avocats qui faisait les trucs en ligne. Donc, il crée un espace pour le marié et un espace pour la mariée. Sauf que, du coup, le marié étant... voilà. Du coup, j'avais les deux identifiants et je m'auto-répondais sur les espaces. Pour que... parce qu'en fait, les avocats... Il avait un avocat, j'en avais un. Donc il fallait que les avocats voient qu'on échange, genre par exemple je lui demandais les fiches de paye que moi j'avais, donc je m'envoyais sur son espace pour qu'il, voilà. Il fallait que je lui demande les fiches de paye, mais le truc j'attendais pendant 1000 ans, quoi. C'était mort, moi je voulais que le truc, ça y est, c'est fini, quoi. Du coup en un mois. C'était pas très cher en plus, ça va, c'était 600 €. À l'amiable, on n'avait rien, on n'avait pas d'appart, pas de gamin, c'est juste on se sépare, quoi. 600 € pour auto-divorcer avec soi-même, c'était déjà beaucoup, quoi. Bref, enfin c'était 300 chacun, mais du coup comme j'avais 2 avocats, j'ai payé les 2, quoi. Parce qu'il n'avait pas de thune aussi en plus. Et donc du coup il est venu ici le jour du... Alors ça c'était la blague, ça. Parce que... Oh putain, comment je vais raconter ça? En tout cas il arrive le jour du divorce et moi je suis enceinte de 3 mois. Et il l'apprend comme ça. Et on signe le divorce. Donc je pars, il faut bien 6 mois pour que ça devienne plus un réflexe. J'arrête de boire aussi, pour pas que ça revienne le réflexe de vouloir de la coke. J'arrête et pendant 6 mois, donc je suis en freelance, ça se passe bien. Normalement, on avait prévu de partir l'été tous les deux avec mon ex-mari. On avait organisé des vacances, mais du coup, comme j'ai divorcé, plus de vacances, donc j'ai rien de prévu. Et j'ai des amis qui ont loué une maison dans le sud et elles me proposent de venir de les accompagner puisque à ce moment-là je suis chez mes parents, je me fais chier en plus. Donc du coup je dis oui, pourquoi pas. Elle me dit bon tu rajouteras, faudra que tu dormes un peu à gauche à droite. Moi je me dis
bah, une maison avec des gens, on va faire la fête. Voilà, nickel, c'est très bien. Là, à ce moment-là, la coke n'est plus un problème. Enfin, ça y est, je me suis... Enfin, c'est fini, quoi. Puis en plus, j'avais décidé que c'était fini, donc c'était fini. Il n'y avait pas de débat en moi là-dessus. Donc j'arrive, et puis en fait, je rencontre cette nouvelle personne. On est en août 2019, je crois, à ce moment-là, c'est ça. Et en fait, ça match de suite le premier soir, on dort ensemble. Bon, bah, il se passe ce qui se passe. En fait, on n'arrête pas pendant une semaine, on se lâche pas de toute la semaine. On échange nos numéros. Je suis pas encore divorcée. Mais du coup, comme je discute avec moi-même, avec l'avocat, on est en séparés. Donc ça va. Je suis pas divorcée, donc ça se passe. Voilà, gros coup de love, quoi, de l'été. Pas coup de foudre, coup de love. C'est les corps qu'on parlait. Hein. C'est pas tant le truc qui est venu après. Après, on match sur plein d'autres choses. On a la même conception de la vie, de la fête et voyage. Bref. Lui, il habite à Lyon. Moi, j'habite à Paris. Donc, on commence une relation un peu à distance. Moi, je dois aller 1 mois au Canada. Je lui propose de venir, de m'accompagner à un bout de ce voyage. Donc, je vais au Canada en octobre. Je fais une partie à Montréal chez un ami et je vais à Vancouver chez une autre amie. Il me rejoint là, on fait un road trip avec cette amie. On revient, franchement je sais même pas comment. On revient, donc ça c'est en octobre. Janvier, février, on se dit... En fait, on est tellement amoureux à ce moment-là. Et mes autres amours ne se sont jamais traduits de cette façon-là. En fait, on s'aime tellement qu'il faut plus. Il faut quelque chose qui va incarner cet amour encore plus fort. Et à ce moment-là, un enfant, ça paraît évident. Qu'il faut quelque chose de... C'est pas tant c'était le moment, c'est la situation, parce que c'était ni le moment, ni la situation, ni que dalle. Ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Okay. Mais c'était tellement fort, c'était évident. Donc du coup, moi, ça fait longtemps que je suis sans contraceptif. Et en fait, on se dit, ok. Et en fait, on commence du coup à... Moi, je me dis, de toute façon, j'ai 34 ans, ça va pas marcher du premier coup, c'est mort et tout. Bon, en fait, du coup, on essaie la première fois. Et en fait, on va 1 semaine à Séville, le confinement arrive, on est bloqué à Séville, on se galère à rentrer. On rentre et le lendemain de Séville, je fais un test de grossesse et je suis enceinte. On est le 18 mars 2020. Donc je suis enceinte, j'ai encore toutes mes affaires à Paris, tout mon boulot, toute ma vie était à Paris, puisque du coup j'étais juste partie en vacances. Lui il est à Lyon. Du coup je me dis on va déménager. Donc après 15 ans à Paris, je monte. J'en profite pour signer les papiers du divorce. Je suis enceinte de 3 mois, je l'annonce à tout le monde, dont un ex-mari. Il m'a dit félicitations, je lui dis merci. Et voilà. C'était fini. Ouais, c'était fini quoi. C'était pas de... Il n'y a pas eu beaucoup de... Enfin, quand ça fait un longtemps qu'on n'est plus amoureux de quelqu'un, pas de chichi, ouais. Surtout quand on est re-amoureux de quelqu'un d'autre, ça... Je me suis pas trop préoccupée de ce qu'il ressentait ni quoi que ce soit, j'avais pas envie. Donc du coup je fais mon déménagement, j'étais dégoûtée parce que du coup j'étais enceinte et en plus on était en confinement, donc j'ai pas pu faire une énorme fête pour dire au revoir Paris, donc je suis partie un peu en catimini. Du coup grossesse ou confinement, mon temps régulier de 3 semaines en fait s'arrête. Ils me disent que du coup finalement ils ont changé de politique, ils veulent plus de freelance, mais j'ai encore mon autre freelance à ce moment-là qui en fait quelques mois plus tard il va trouver un CDI, donc en fait ça va un peu s'arrêter, mais c'est pas bien grave parce qu'à ce moment-là du coup je suis enceinte, donc après j'ai l'arrêt maternité. Et donc en fait l'un dans l'autre. Entre temps aussi il faut savoir que mon ex-mari me faisait un virement de 1 360 € par mois quand on vivait ensemble pour tous les frais, tout ça, rapport à la phobie administrative. Donc en fait pendant 1 an j'ai 1 400 € par mois. Et je lui ai dit en fait avant que ça va, je lui ai dit écoute franchement maintenant je te les reverse plus. T'as qu'à arrêter tes virements. Donc en fait j'ai pas eu de problème financier puisque du coup pendant 1 an j'ai eu 1 400 € par mois. Moi j'ai trouvé que la grossesse c'était une horreur. Non mais je sais c'est terrible. C'est parce que j'ai fait du diabète gestationnel, donc j'avais pas le droit de manger tout ce que je voulais, fait que je me pique le doigt le matin, le soir, 2 heures avant de manger, enfin c'est une horreur. Puis même enfin je sais pas, je comprends mes sœurs, elles c'était la quintessence de leur vie.
quand j'entendais les autres femmes, on a dit que la grossesse c'était waouh, mais moi j'ai trouvé ça mais pourri, mais du début à la fin. Je pouvais pas boire, je pouvais pas fumer. Voilà, en l'occurrence, je pouvais pas sortir parce que c'était le confinement. Mais bon, quand même, j'avais un temps d'autonomie de 20 minutes avant de commencer à me plaindre parce que j'avais mal aux pieds, mal au dos, mal au ventre. Enfin, on a 1000 trucs qui vont pas, quoi. Mon nez a gonflé, j'avais de l'eau partout, j'avais mal au... Enfin non, c'était... En plus, c'était l'ultra-médicalisation aussi du corps. Une infirmière venait 2 fois par semaine pour faire du monitoring. Fallait tout le temps... Le corps ne nous appartient plus, quoi. On va à la sage-femme, ouvrir... Pour un oui, pour un non, on ouvre ses jambes, tout le monde... c'est... Non, mais c'est Gare de Lyon, quoi. Tout le monde rentre des trucs dedans. On a un rapport au corps, il n'existe plus. Puis nous, en tant qu'individu, on n'existe plus. Tout ce qu'on fait, c'est pour le bébé. Donc en fait, tout ce qu'il fallait que je fasse, et puis la pression de malade. Genre des fois, on m'a dit des trucs du genre non mais si vous continuez comme ça, votre bébé peut avoir des problèmes au cœur et tout. Moi, j'avais juste mangé un Twix, quoi. Donc faut un peu relativiser. Je veux bien que ce soit... on respire un petit peu avec du recul, mais il y a tellement de punchlines que j'aurais dû dire, mais j'ai tellement peur, je savais même pas. Et puis c'est le monde médical, on dit qu'ils ont autorité sur tout, quoi. Ils nous disent ça, on fait ça. Le père n'existe absolument pas. On me parle qu'à moi. C'est vrai qu'il n'y a pas de... On va être 2 futurs parents. Autant vous dire aussi qu'à cette période-là, je commence à découvrir des écrits féministes. Alors en écouter aussi, notamment Passage ou Les couilles sur la table, j'adore. Bref, je ne veux pas dire tout, mais bon, je peaufine mes lectures féministes. J'apprends que j'ai une fille en plus, donc du coup ça me conforte. Bon, j'étais déjà féministe avant, il n'y avait pas de. Mais en tout cas, je n'avais pas le bagage qui allait avec, et je ne connaissais pas mes consoeurs. Donc du coup, j'accouche en décembre. Bon, je suis bien contente sur la fin que ce soit fini. Et puis là, du coup, j'accouche. Je vais pas vous dire que c'était une horreur, mais c'était la même chose. Voie naturelle, c'était le Vietnam, cette histoire. Bref, j'avais arrêté de fumer en plus. J'avais essayé d'arrêter, je fumais 1 ou 2 clopes à ce moment-là. Mais j'étais pas une grosse fumeuse quand même. Hein. J'étais genre à 5-6 clopes par jour. J'ai jamais été au paquet. Et voilà, et là, en fait, quand elle naît, il y a une peur qui m'habite, qui ne me lâche pas. Mais je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, j'ai peur qu'elle meure à tout instant. Mais ça, je vais voir si elle respire tout le temps. Le truc de la mort subite du nourrisson, c'est une horreur, une angoisse perpétuelle. Puis on est encore sous confinement, donc personne ne peut... On peut pas trop nous rendre visite, puis on est largué. Enfin, c'est comme si demain on vous disait vous êtes astronaute, voilà, montez dans la fusée, démerdez-vous. C'est un nouveau boulot, tu connais rien du tout, t'es avec une nouvelle personne que tu connais pas. En plus, on te dit que t'es censé aimer cette petite larve d'un coup, alors que moi j'avais zéro. En fait, j'avais tellement peur que ça effaçait tout l'amour que je pouvais avoir pour. Fallait juste la garder en vie, quoi. C'était ce truc-là. Puis après, aussi le corps, il est ravagé, on a mal partout au dos. Et puis, après, on dort pas. Hein, clairement, ça fait péter des câbles. Nous, on a trouvé une idée de génie avec mon mec. Je comprends pas que personne nous en ait parlé. On a adapté les 3-8 à la maternité. Mais non, mais c'est un truc de génie qu'on a eu. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dort 8 heures. 8 heures. L'autre s'occupe du bébé. Ensuite, on passe 8 heures ensemble et l'autre dort 8 heures. Du coup, ça garantit 8 heures de sommeil aux 2 parents et 8 heures partagées ensemble. Et après, on l'a transformé en 4-6 pour que... Non mais... C'est quand même... Du coup, une fois que j'ai inventé ce truc-là, je me suis dit, mais en fait, c'est très simple. Il faut juste accepter de... Bref, donc après, je pense que j'ai fait une dépression postpartum parce qu'à ce moment-là, je me suis dit que j'avais gâché ma vie, que pourquoi j'ai fait un gamin, j'étais trop con, ça y est, je suis emprisonnée, quoi. Avoir un enfant, on peut vous expliquer de long en large. C'est comme demain on t'explique, je peux te décrire un plat de long en large, sa couleur, sa taille, sa dimension, sa texture, tant que t'as pas goûté, tu sauras jamais. Là, je trouve que la parentalité, c'est ça. J'ai lu plein de trucs, hein, mais alors quand elle était là, je me suis dit, ah ouais putain, en fait c'est pour toute la vie là. Non mais c'est con, hein, ça paraît bête, mais c'est cette peur-là, elle m'a habité de dingue. Et tout de suite, comme tous les parents, j'ai voulu faire j'ai fait le langage des signes, j'ai fait des contins en langage des signes.
Enfin, j'ai acheté des trucs bio qui coûtaient une fortune, je voulais le meilleur pour elle, quoi. Aujourd'hui, franchement, j'ai lâché l'affaire. J'ai été beaucoup plus... je suis beaucoup plus... Parce que maintenant, je la connais, j'ai confiance en moi. Alors qu'au début, pas du tout, quoi. Donc, cette peur-là, ça a été toxique pour mon corps. Vraiment toxique. Tellement ça ne me lâchait plus, quoi. J'étais plus capable de... Puis je n'existais plus, en fait. Ça avait commencé à la maternité. Ce qui me définissait, moi, en tant qu'individu, n'existait plus. Je n'étais plus que le parent. Je n'étais plus assignée qu'à un seul rôle parce que quand ils sont bébés, ils ont besoin de beaucoup. Et ça, c'est une prison aussi, de n'être plus qu'une. Surtout qu'on a entretenu j'avais beaucoup de moi. J'ai toujours eu beaucoup de moi. Mon moi libanais, mon moi sénégalais, mon moi français, mon moi fête, mon moi de Nancy. Je suis pas la même avec mes potes de Nancy que je suis avec mes potes de Paris. Tout ça, c'était effacé. J'étais plus qu'une chose. Et ça, c'était terrible pour moi. Elle rentre à la crèche. Ah non, le pire, c'est quand elle devait rentrer à la crèche. La veille de son entrée en crèche, il y a Macron qui fait un discours qui dit « Les crèches sont fermées pour 1 mois ». J'ai pleuré toute la nuit, je pensais être libérée, quoi. Mais la veille, le 1er avril, je me suis dit « C'est une blague, ils se foutent de ma gueule ou quoi ?» J'avais envie de lui filer ma fille, quoi. Il fallait vraiment qu'elle parte en plus. Bref, 1 mois plus tard, au bout de 4 mois, elle rentre à la crèche. Et moi, je souffle à ce moment-là. Je donne des cours pour un institut en ligne, des cours de design. Donc ça marche bien. On déménage dans cet appart, donc elle a 6 mois à ce moment-là aussi. Il n'y avait pas tout ça, donc il y avait un réchaud et un matelas au sol. C'était compliqué. Je décide de faire comme tout graphiste, on refait son portfolio, son site, son logo, tout le pataquès. Donc il faut trier 15 ans de travaux. Ça me prend bien 6 mois. J'ai de plus en plus confiance dans mon rôle de mère, de parent. Ça y est, ça roule. Ça y est, ça roule. Et je commence un peu à faire le deuil de ma vie d'avant. De me dire que je ne peux plus aller faire la fête, que si je veux me bourrer de la gueule, il faut que je le prépare 1 mois à l'avance. Non mais c'est ça, il y a un moment donné, moi j'ai envie d'aller faire la fête. Donc il faut aller avec une amie, faire un week-end, ça coûte très cher, quoi. Mais il n'y a plus de spontanéité en fait. C'est plus aller, je sors, je fais ce que je veux quand je veux, ça s'organise. Donc je commence à l'accepter, je fais des entretiens d'embauche, j'en fais plusieurs, ça se passe bien. Je suis embauchée dans un boulot. Entre-temps, je commence la danse orientale parce que je m'étais dit que j'avais toujours voulu en faire à Paris mais ça coûtait un bras. Là, c'était l'occasion. Donc j'ai recommencé la danse, j'ai recommencé à maigrir un petit peu parce que j'avais pris 10 000 kilos, je me nourrissais uniquement de madeleine. Forcément, ça, je l'ai fini par le payer. Je suis embauchée. Ça commence à rouler. Ça y est, je suis parent, j'ai un boulot qui se passe super bien. J'adore ce que je fais. En CDI, sur Lyon. J'adore le trajet pour aller au boulot, donc je traverse un parc, je vois les girafes tous les matins, je me bats avec les oies parfois à vélo, et je traverse le Rhône, je fais mon sport, je m'organise les week-ends avec les amis quand j'ai envie de moments à moi, je me retrouve moi, je recommence la lecture, ça reroule, ça commence, ça y est, là c'est bon, l'appart est en place, on commence à donner ma fille à garder à la belle famille, parce que ça y est, elle est un peu grande. Ça recommence. Au début, c'est un peu compliqué, mais là, non, c'est super. En plus, évidemment, je finis par prendre une sorte de rôle d'event manager. Donc, je commence à organiser des after-work. Moi, j'avais entendu parler de ces histoires d'after-work de tous les amis qui étaient en CDI. Ça avait l'air canon. Donc je prends un peu naturellement ce rôle-là, à organiser des petits moments. Et ça se passe bien. Je m'entends super bien avec mes collègues. On se marre bien. J'aime ce que je fais. Ça y est, c'est revenu. Je suis heureuse, je suis contente. La vie est revenue. Il n'y a plus le confinement. Ma fille est grande. Enfin, ça y est, il y a un semblant de ce que j'étais. Puis il y a un moi ailleurs qui commence à se construire au boulot avec d'autres gens que maison, crèche, quoi. Puis il y a un échange, quoi, un échange humain au lieu de. En plus, je parlais en langue des signes. Alors il n'y avait pas beaucoup d'échanges. Puis ma fille n'avait pas de. Enfin, si, elle me disait encore. Et puis, mais bon, c'était. J'en avais marre de lire des choupis, quoi. J'avais lu des trucs, j'ai envie d'échanger, quoi. J'absorbais beaucoup de trucs, je voulais échanger. Donc, du coup, ça se passe super bien. Et un jour, je touche on est en mars 2022, mars dernier. Je touche mon sein et je sens une boule. Et je me dis, putain, c'est bizarre, il y a une boule, mais bon, ça m'inquiète pas plus que ça. Je prends rendez-vous
chez le médecin généraliste, mais genre 2-3 semaines après avoir senti la boule. Pour moi, c'est une sorte de kyste parce que ma sœur avait eu ça et elle avait eu un kyste et il l'avait absorbé. Et donc, du coup, je vais faire la biopsie, la mammo. À ce moment-là, je ne suis toujours pas inquiète. Il n'y a rien qui me paraît. Je vois la tête des gens qui sont là, mais ils sont sérieux, mais ça me. D'abord, je suis allée voir le médecin généraliste. Il a tâté. Après, il m'a donné une mammo, une biopsie, une radio à faire. Je suis allée faire ma radio, ma mammo. Et on m'a appelé et on m'a dit on vous a pris rendez-vous avec une gynécologue sur Lyon. Vous avez rendez-vous tel jour à telle heure. Et moi en plus je lui dis ah non mais ça m'arrange pas à ce moment-là, j'ai une soirée. Non mais du recul je me dis mais bon bref, donc on garde le truc. Je fais bon ok, je les rejoindrai après. Donc je vais chez la gynéco. À ce moment-là, je suis occupée. Ma tête est dans l'afterwork que j'ai organisé. Donc, genre, ouais, j'arrive, commandez-moi une pinte. Je sais plus, une connerie à la con comme ça. Je vais chez la gynéco. Je la connais pas. On s'assoit dans le cabinet. Elle me demande, à mon avis, elle me demande, selon moi, qu'est-ce que c'est. Et je lui dis, je sais pas, je pense que c'est un kyste. Je pense que c'est pas bien grave. Et là, il y a un blanc, mais genre 3 secondes, c'est très long. Et elle me dit, c'est un cancer. Le podcast qui réveille les héros du quotidien. Et je lui dis, je sais pas, je pense que c'est un kyste, je pense que c'est pas bien grave. Et là, il y a un blanc, mais genre 3 secondes, c'est très long. Et elle me dit, c'est un cancer. J'ai une sorte de sensation comme si on m'avait mis un coup de poing dans le ventre. Je lâche mon téléphone. Il se casse, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est fissuré. Et je pleure. Je pleure. Elle me laisse pleurer. Elle m'explique, commence à m'expliquer qu'il est très agressif, qu'il est HR2, je comprends pas ce que ça veut dire, qu'il fait 4 cm. Je me dis que c'est énorme. Moi je pleure et là je lui demande si je vais mourir. Et elle me dit qu'elle peut pas, elle sait pas. Donc là je repleure parce que je ne sais pas si je vais vivre ou mourir quoi. Donc elle me dit qu'il faut que j'aille faire des analyses à l'hôpital où elle travaille et elle me dit que dans 2 jours je vais faire un PET scan. Donc elle m'explique ce que c'est. On voit une sorte de solution qui est radioactive et ensuite on va dans un scanner qui va repérer si on a un cancer ailleurs. J'appelle mon mec. À ce moment-là je suis plus du tout forcément dans le je crois que je sors, je veux juste fumer, je tremble, je demande à des gens du feu en pleurant. Donc du feu s'il vous plaît. Avec les larmes qui coulaient, la morve sur la clope, j'ai dû en changer. Enfin c'est bête mais c'est des trucs débiles. Et du coup je suis en vélo, j'appelle mon conjoint. Je lui dis que en fait j'arrive pas à parler parce que je pleure beaucoup trop. Le premier truc qu'il me dit, ok on va affronter ça à 2. On est ensemble, un truc comme ça. Je raccroche, je prends un Uber, je l'attends 1000 ans. Il fait des conversations de Uber, quoi. Puis moi, je suis un peu déconnectée à ce moment-là. J'arrive à l'hôpital pour faire les prises de sang, etc. avant le PET scan. Je suis un peu sonnée. Je suis complètement sonnée. Je sais pas trop ce qui se passe. Je me dis dans ma tête, j'ai un cancer, je le répète. Mais non, c'est une sorte de grand blanc. J'applique le mantra que je m'étais trouvé au moment où j'arrêtais la coke. C'était le mantra de la montagne que je me suis inventé. Je me suis fait tatouer 2 montagnes justement sur ça. C'est que quand j'ai voulu arrêter la cocaïne, ça me semblait infranchissable. C'était pas possible quoi. C'était le haut d'une montagne. Et donc du coup, je me suis dit arrête de regarder en haut, tu regardes tes pieds, tu fais un pas, tu fais juste aujourd'hui. Juste te regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, tu commandes pas de coke. Aujourd'hui, tu ne fumes pas. Juste, tu verras demain. Donc à ce moment-là, c'est ce truc que je m'ancre sur la montagne et je me dis va faire ta prise de sang. Je suis sur la prise de sang et je suis concentrée que là-dessus. Donc j'arrive là-bas et bon, c'est l'hôpital, c'est le bordel. Donc il y a une infirmière qui finit par venir. Moi, ça fait 1 heure, j'attends. Je lui dis il faut que je fasse une prise de sang. Je suis madame machin. Donc elle en fait, elle commence à me parler jargon cancer. Je le saurais par la suite que c'était jargon cancer, sauf que moi, ce qu'elle me raconte, je bite pas, je sais pas du tout. Et je lui dis, je comprends rien. Et elle semble étonnée. Et après, elle me dit, mais vous avez appris quand votre cancer? Je fais, il y a 2 heures. Et là, du coup, elle réalise que je sais pas, quoi. Donc, du coup, elles viennent à 15 à ce moment-là. Elles me font des câlins. Et cette gentillesse me fait repleurer, alors que j'étais dans le factuel.
Et je repars avec mes prises de sang, mes machins, et je reviens ici, ma fille dort, et là, ça a été une soirée de beaucoup de pleurs. Je me disais, je vais perdre mes cheveux, j'ai un cancer, mais toute ma vie est foutue, est-ce que je vais... Enfin, je savais pas si j'allais vivre ou mourir. En fait, c'était aussi simple que ça. Là, pendant 2 jours, je ne savais pas où était le cancer, s'il avait métastasé ailleurs ou pas. Et puis, comme la gynéco disait qu'il était très agressif, qu'il fallait entamer la chimio la semaine prochaine, il y avait un truc genre tout de suite, maintenant, il n'y a pas de temps de réflexion, quoi. Je voyais ma fille, je la voyais grandir sans moi, enfin j'étais dans ce genre de truc, et après vite, je récupérais, c'était comme des pensées qui allaient, je les récupérais, je les contrôlais, maintenant, genre tout de suite, il faut faire de la purée. Va faire de la purée. Voilà, c'était aussi un instant T, c'est que maintenant qui existe et on verra après. Et ça me suivra tout le long. Et donc je suis allée faire mon PET scan. J'étais en neutralité totale. J'étais ni heureuse ni malheureuse. Toutes les émotions étaient ailleurs et moi j'étais dans ce qu'on me disait. Le monde médical permet aussi ça, ce détachement, parce que je l'avais expérimenté déjà avec ma grossesse. Que lorsque le corps devient un objet médical, on peut facilement l'utiliser pour ne pas mettre d'émotion. C'est justement c'est la gentillesse, des fois une main posée, qui va créer des émotions et faire pleurer. Et moi ça m'arrangeait bien au début que tout soit très froid et aseptisé. Donc du coup je vais faire mon PET scan, c'est une horreur absolue, il y a 15 aiguilles, le produit donne envie de gerber, enfin c'est une horreur. La machine elle fait du bruit comme c'est pas possible. Les produits qu'on met sont tellement corrosif. Enfin, par exemple, après, il fallait pas que je prenne ma fille dans les bras pendant une journée entière. Il faut faire pipi là-bas parce que c'est radioactif, quoi. Et du coup, j'attends, je suis seule dans la pièce d'attente, là. J'appelle une amie à qui j'annonce ce que je suis en train de vivre. Je le raccroche au nez, d'ailleurs, quand le médecin arrive, parce que du coup, je sais qu'il a la réponse. Et il arrive avec un grand sourire, donc je me dis que c'est bien. Il me dit c'est bon, c'est localisé que sur le sein, c'est pas ailleurs, c'est une super nouvelle, c'est que sur le sein. Et là, quand je suis sortie, enfin, on me redonnait des chances, quoi. C'était pas, je vais mourir. Donc je commence le tunnel du cancer, le protocole, l'oncologue. En fait, du moment où il a été décelé, au moment de la première chimio, il avait déjà pris 1 cm et il s'était reproduit. Il avait fait ce qu'on appelle une fille. Alors, entre-temps, il faut savoir que mon cancer, je l'ai appelé Jim. Donc, Jim, il fallait un nom qui fasse petit salaud. Et Jim, je trouvais que ça faisait... Désolée pour tous les Jim sur cette terre, parce que j'adore Jim Carrey, mais ça faisait petit con, quoi. Petit connard, quoi. Donc voilà, Jim, et ce petit con de Jim s'était reproduit et il y avait une autre tumeur de 1 cm à côté de Jim, en l'espace de 3 semaines. Donc honnêtement, si j'avais pas découvert mon cancer là, j'étais foutue à la fin de l'année, quoi. Vu la rapidité. Faut savoir aussi que j'avais fait une palpation. Donc ça, on a découvert mon cancer fin mars. Faut se dire que début janvier, j'avais fait une palpation et qu'il n'y avait rien. Donc c'est d'un instant, quoi. Enfin, c'est arrivé d'un coup, quoi. Fallait que je sois capable de le dire sans pleurer. Fallait que je sois. Puis surtout, il fallait que je sache. Il en est où ce cancer? Fallait que j'attende le PET scan. Fallait que je vois si c'est ailleurs ou pas. Il y avait un truc qui me disait si t'en parles, ça va te porter malheur. Fallait que ça reste un peu intime. Du coup, c'est bon, j'ai les résultats. Je pars en week-end avec ma sœur, celle avec qui j'habitais à Paris. Et là, je lui annonce à elle. Donc, elle est bienveillante. Enfin, elle m'entoure de gentillesse. Et en fait, pendant ce week-end, pendant l'heure qui suit, je fais que des visios. Faut que je lâche le truc. Ça y est. Faut que je le dise à tout le monde, faut que je m'en débarrasse, comme une mauvaise nouvelle à annoncer, et j'enchaîne les visios. Et le fait de l'enchaîner, le fait de l'avoir dit à ma sœur, j'ai tout bien lâché avec elle, ce qui a fait que quand j'ai enchaîné les visios, de les avoir enchaînés, il n'y a plus d'émotion. Et en plus, moi, comme je suis quelqu'un qui fait des blagues, je me revois en train de faire des blagues, genre ouais, on va essayer des perruques, ça va être drôle, mais n'importe quoi. J'ai annoncé à mes parents, ils étaient au Liban à ce moment-là, on va être fort, on va combattre ça. Le cancer du sein, ça se soigne bien maintenant. Mon père un peu... c'est presque comme une grippe. Bon, il n'a pas... Voilà. Mais après, je sais qu'après coup, ils ont pleuré. Je l'ai su par les autres gens qui étaient sur place à ce moment-là.
Ma soeur, mon frère, mes amis. Le boulot la semaine après. Je leur annonce, je dis à mon N+1, du coup il me dit il faudrait me passer sur le corps parce que je leur dis honnêtement, je suis en période d'essai là, j'ai un cancer, si vous me dites on arrête, je comprends quoi. Et du coup ils m'ont dit non, on te soutient, on est tout cœur avec toi, la RH pareil, les équipes, j'ai même reçu un message du big boss de là-bas, ils sont un soutien, ils ont été au top quoi. Puis il y a un truc aussi, dans les malheurs, il y a des fois des choses qui se goupillent bien. C'est que quand j'ai arrêté de bosser, mon ex, j'avais le virement de mon ex, donc j'ai pas eu besoin de travailler. Puis là, en fait, du coup, je suis en CDI, donc en fait, il y a une couverture totale à 100% qui est prise en charge par la Sécu, sans que moi je passe 1000 ans à faire des papiers en freelance. Parce que quand j'étais en arrêt maternité, mais le bordel que ça a été, et c'est plafonné. Là, il y avait la boîte m'a dit tu t'occupes de rien, on s'occupe de tout. Et ça m'a enlevé une telle charge mentale de me dire que j'allais avoir mon salaire tous les mois, qu'il y avait un poste qui m'attendait. Il y a un truc vraiment... c'est bien goupillé, bizarrement. Pas pour eux, mais pour moi, oui. Donc je change d'hôpital aussi. Début du protocole, on commence par une opération pour m'installer un PAX, donc c'est ce machin-là, qui est lié pour mettre le truc les chimios en intraveineuse, parce que les veines du bras sont trop fragiles, ça brûlerait les veines, donc on met ça sur le torse, et c'est lié c'est dans la veine en fait, au cou, qui vont direct au cœur. Donc on fait d'abord ça, une anesthésie générale. Ensuite, il y a la première chimio que je fais dans un hôpital. Les gens sont adorables, sont vraiment super bien. On est encore sous protocole Covid, donc on ne peut pas avoir d'accompagnant. Mais il faut savoir que tout, comme on est encore protocole Covid dans les hôpitaux, tous mes rendez-vous médicaux, tout, et j'étais toute seule. Toute seule parce que je suis la seule à avoir... Enfin, c'est bizarre à dire, c'est pas que je suis la seule à avoir vécu ce que j'ai vécu, mais personne n'a accompagné ça. Personne ne sait. Personne n'a été avec moi à l'hôpital. Donc c'est quelque chose de presque confidentiel. Il y a beaucoup de similitudes entre la maternité et le cancer. Enfin, pour moi, personnellement. Ce rapport au désincarné du corps. Pareil, on ouvre, montrez vos seins tout le temps. Cette ultra-médicalisation du corps, le fait qu'on parle que du cancer comme moi, on parlait que du fœtus, le fait de ne plus avoir de soi. Le cancer, ça a pris toute la place. Comme ma fille avait pris toute la place. C'est-à-dire que je ne suis plus graphiste parce que je ne vais plus au travail, je ne suis plus Nami parce que je ne sors plus, je ne fais plus d'activités extérieures, je ne suis plus une amante parce que comme vous vous en doutez, toutes les relations intimes, j'ai un cancer qui est hormonal, donc il se nourrit des hormones, toutes les relations intimes ont arrêté, les relations de couple aussi, je reste encore une mère et encore c'est dur parce que je suis pas très bien, donc je suis plus vraiment une maman. Mon corps entier est une maladie. Je ne suis qu'un malade et je suis assignée qu'à ma maladie. Et donc encore une fois, j'ai ce sentiment de prison, une certaine solitude et une injustice parce que je suis jeune. Puis qu'il y a ce truc, je jalouse les bien portants. Je me dis mais vous vous rendez pas compte comme c'est bien, comme c'est tellement important d'être en bonne santé. Il faut se dire que la chimio arrive pendant l'été, donc je suis submergée par les réseaux sociaux des gens en vacances. J'arrête, je désinstalle tout. J'agis pour mon bien. Donc les trucs qui me font pas du bien, je les enlève. Les réseaux sociaux, c'est une horreur. Après, des fois, j'en veux aux gens sur leur façon de parler, ce qu'ils me disent. Un rien, des fois, me met en colère aussi, parce que les gens ne savent pas. Mais ça, il me faut du temps avant de comprendre. Puis, je suis auto-centrée sur ma douleur. Je suis la personne qui vit la chose la plus dramatique au monde à ce moment-là. Sans exagérer, c'est un peu ça. Il n'y a rien de plus horrible que moi. Donc, si on me dit, quand on me dit, ah mais il y a des gens, le cancer ça se soigne bien, il y a des gens, ils en meurent, je m'en fous en fait, ta gueule. Je m'en fous de ça, je veux pas. Moi j'ai envie qu'on me plaigne à ce moment-là, j'ai envie qu'on me dise, honnêtement c'est ça, j'ai envie qu'on me dise, ma pauvre, j'ai envie qu'on soit là, je sais pas, j'ai pas envie qu'on m'encourage. C'est bizarre, hein, j'ai envie parce que c'est un moment où je veux me plaindre et pleurer. Et m'apitoyer sur moi parce que c'est important à ce moment-là que j'en pleure parce que le psychologue dira que à un cancéreux, on demande d'accepter l'inacceptable. Et en fait, on a besoin d'aller mal pour aller bien. Et il y a la première chimio qui arrive, donc je le fais dans un hôpital. Donc là, on est bombardé d'informations. On a mis le pack, on fait une première chimio.
En fait, globalement, c'est chimio, opération, radio, chimio. Là, je fais 1 an, mais c'est ce qui s'est passé. Regarder sur Internet, c'est me projeter dans quelque chose qui n'existe pas. C'est maintenant. Là, c'était limite aller prendre le bus. Je mets de la musique, je sais pas ce que j'ai pas vraiment peur. Et puis, honnêtement, je vais vous dire, il y a comme une forme d'excitation. C'est très bizarre, hein, mais un truc, une curiosité de savoir c'est quoi une chimio. C'est quoi un cancer Ouais, c'est quoi un cancer? Je veux savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est C'est quelque chose qui est tellement marginal. On se dit que c'est loin de nous et du coup, on veut pas le vivre. Donc, il y avait un truc où, avec mon cancer, j'étais au centre de la lumière pour tous. J'étais la personne la plus importante pour tous et j'aimais bien ça. J'aimais bien être aussi importante, avoir autant de messages, autant d'attention. Enfin, qui n'aimerait pas ça, quoi? C'était quelque chose j'étais importante. C'est quelque chose que je pense que j'ai toujours cultivé à travers ma vie. J'ai toujours voulu être importante, toujours organisée, fait, machin. Donc là, il y a un peu... genre, j'ai l'excuse totale, j'ai un cancer, c'est sûr, tout le monde va être... Il y a un peu ce truc-là aussi, honnêtement. Bon, bah, j'arrive là-bas à l'hôpital, ils sont très gentils, ils me bombardent de plein d'infos, ils me donnent des ordonnances, mais je suis partie, j'avais un tas de papier de, je sais pas, au moins 1 cm, une ordonnance pour la perruque, pour les médocs, qu'est-ce qui va arriver, enfin, beaucoup d'infos, ça dure la journée entière. J'arrive, ils m'installent dans une chambre, on est 2. Moi, comme c'est ma première chimio, du coup, ils doivent tester les médicaments, donc ils en mettent, j'ai 3 produits qui mettent l'un après l'autre. Le dernier, ça s'appelle le carboplatine. C'est un qui est très très abrasif. Par la suite, je ferai une réaction allergique assez violente à celui-là. Le Taxotere, bon, je dis les mots, mais bon, Taxotere, c'est celui qui fait perdre les cheveux, les cils, etc. Parce qu'il s'attaque aux cellules qui se reproduisent le plus vite. Donc les cheveux, les ongles, tous les trucs qui tombent. Et l'Herceptine, qui est, il me semble que c'est un truc avec l'immunité. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Mais il fait rien en tout cas, lui. Donc il teste d'abord un petit peu au goutte à goutte, voir comment mon corps réagit. Il y a eu le premier programme de chimio, il dure 6 cures. Donc 6 fois, c'est une cure toutes les 3 semaines. Le temps que Alors chaque hôpital a des protocoles différents. Moi j'ai fait une chimio dans un hôpital qui avait ce protocole. Il faut savoir qu'après j'ai changé d'hôpital et le nouvel hôpital a un autre protocole. Le premier hôpital, c'est on met les 3 d'un coup, toutes les 3 semaines, un gros, et on est complètement lessivé. Le nouvel hôpital, c'est un petit peu chaque semaine, et pour que le corps supporte mieux. Sauf que moi, comme j'avais commencé avec le premier protocole, j'ai changé d'hôpital entre-temps, il ne pouvait pas basculer sur le nouveau, donc j'ai gardé ce truc de se faire exploser la gueule toutes les 3 semaines, quoi, en résumé. Donc pendant 6 semaines, j'ai fait la réaction allergique à la 5e. Donc ça c'est c'était un peu l'horreur, quoi. J'ai commencé au début ça grattait les oreilles, puis après ça grattait les yeux, la bouche, après la langue a gonflé, j'arrivais plus à respirer, après j'ai commencé à convulser et après j'ai vomi, j'ai eu la diarrhée en même temps. J'ai vomi dans mon respirateur, j'ai une expérience horrible. Donc c'était pendant la chimie, donc ils ont dû arrêter, ils ont dû réabsorber le produit pour l'enlever. Après, j'ai plus trop de souvenirs. Je savais que je bougeais beaucoup. Il y avait beaucoup de gens autour de moi parce que je convulsais. Après, ils m'ont donné un truc antihistaminique, la dose. Et là, c'était vraiment, ça m'a fracassé. Et puis, en fait, comme j'avais quand même beaucoup de ce produit-là, et à la dernière chimio, ils me l'ont pas mis, mais ça va, j'en avais eu déjà beaucoup dans l'autre. Donc ça, c'était la dernière, c'était sur la fin. Et il faut savoir un truc avec les chimios, c'est qu'au début, on est globalement en bonne santé. Donc la première chimio, on se dit oh ça va à peu près. Du coup la première chimio, donc ça dure la journée entière. Franchement j'ai l'impression d'être lessivée. En plus il y a beaucoup de patientes qui passent, qui passent à côté. Chacune, elles font de la conversation comme on parlerait à son taxi, quoi. Sauf que moi j'ai pas envie de parler. Puis il y a des produits qui me font pas aller bien. Des fois des injections où je pique du nez. Donc je prends mes ordonnances, je rentre chez moi, je vais me coucher. Et après le lendemain ça va. Je me dis bon ça va, une chimio, on en fait tout un pataquès. Ça va, bon, je suis un peu vaseuse, un peu une gueule de bois quoi.
Et puis après, c'est venu. Et je savais que des fois, il m'avait dit que ça pouvait venir à contre-temps. En fait, et ça c'est resté le même rythme. Donc les chimios, c'est le jeudi. Et à partir de samedi soir, ça commence. Et là, en plus, moi, je suis allée boire un coup avec une amie qui était venue du Canada avec cette histoire de cancer. Je suis allée sur les quais, j'ai voulu la faire visiter, quoi. Putain, mais quelle connerie, quoi. Je me suis retrouvée à faire un malaise au milieu des quais avec mon coca, là, avec mon vélo en plus. Après, j'ai compris qu'il fallait pas déconner, quoi. La première chimio, ça a commencé avec des nausées et un peu comme quand on va avoir une grippe. Tu vois, cet état où tu as des courbatures partout, tu as la tête qui tourne, tu as mal au crâne, tu sens plus tes jambes. Ça a commencé comme ça. Et après, en fait, donc ça commence comme ça. T'es pas bien, quoi. En fait, vraiment, la nausée, c'est super, c'est compliqué. Et en fait, à chaque chimio, donc quand au moment où tu commences à aller un tout petit peu mieux, ben, tu y retournes, quoi. Puisque c'est toutes les 3 semaines. Donc c'est vraiment ce truc de se brûler la main. Tu retournes chez toi, tu la soignes et on te demande de revenir et encore et encore. Et il faut savoir donc qu'en tout, j'aurais eu, quand ce sera fini là le 1er juin, 18 cures de chimio. Les 6 premières, c'était avec les 3 produits. Les suivantes, c'est différent, mais bon, je reviendrai dessus après. Et en fait, après, au fur et à mesure, c'est le déclin, quoi, de la chimio comme ça. Moi, j'ai commencé par me demander à un coiffeur de me couper. M'a coupé les cheveux courts à la garçon. Et donc la première coupe, j'avais laissé un peu de volume. Et pendant les chimios, je mettais un casque gelé et des gants gelés. Parce que c'est un truc qui fait que le produit ne va pas ça ralentit la chute des cheveux. Et ça évite aussi que les ongles, comme ils sont fragilisés, ils peuvent partir. Et ça peut créer des maladies, ce genre de trucs. Il y a aussi ce qu'ils appellent des neuropathies. C'est qu'en fait, ça attaque les systèmes nerveux. Donc en fait, après, on a des fourmillements au bout des doigts. Au bout d'un moment, quand c'est pas douloureux, ça va. On en est à ce niveau-là, quoi. Donc j'ai les gants, ça fait mal. Le casque, je sais même pas comment décrire une douleur pareille. Ça crée une migraine, mais de malade, puissance 10, quoi. Moi, ça m'a été utile parce que je l'ai mis à chaque fois. Mais faut se dire qu'à ce moment-là, je branchais sur le torse, j'ai mon casque gelé. Et ce moment, il faut que je voyage dans ma tête. Parce que je peux pas mettre d'écouteurs, parce que c'est mouillé. Je peux pas mettre de musique. Il y a la télé, mais c'est compliqué. Le casque est très lourd. Donc en fait, c'est compliqué de tenir comme ça parce que la télé est en haut. Donc il faut trouver un moyen, à ce moment-là, de s'évader. Donc j'ai fait 15 fois le tour de la Corse dans ma tête. Je suis allée au Mexique. Je ne suis jamais allée dans ces pays-là, mais je me suis imaginée y être. Et j'étais aussi... quand ça marchait plus, j'organisais des trucs. Genre, je me faisais une liste de courses dans ma tête, par exemple. C'est con, mais ça marche. Quand on a mal, alors il faut du lait, je vais faire un gâteau au chocolat. Alors faire un gâteau au chocolat, il me faut du lait, il me faut du sucre. Ah, ici, je mettais des amandes. Enfin, c'est un truc, ça occupe. Alors qu'à ce moment-là, on a mal, mais on a mal de dingue, quoi. On est en souffrance absolue et on est là avec... Si je mettais des noix de cajou dans mon gâteau, enfin, j'en étais à ce genre de truc, quoi. Et franchement, moi, ça a bien marché de trouver une occupation. J'ai une amie aussi qui va se marier et je suis sa demoiselle d'honneur. Donc alors moi, il m'en faut pas beaucoup pour organiser des trucs comme ça. Mais alors là, ce qu'elle va avoir pour son enterrement de vie de jeune fille et son mariage, mais c'est un truc de malade. Mais non, mais c'est pas, ça fait 1 an que je travaille dessus. Je n'ai fait que ça pendant mes chimios, à me dire qu'est-ce que je vais lui faire. Enfin, quand ils vont recevoir les trucs, parce qu'il y a des trucs pour elle et pour les invités de le VJF, elles vont se dire, cette nana, c'est une malade mentale d'avoir fait tout ça, quoi. Mais ça m'a occupée de... j'ai trouvé des idées de malade. Mais c'est des genres de trucs qui ont fonctionné. Après j'ai recoupé, rasé parce que ça devenait un peu moutonneux, c'est un peu moche. Puis c'était les scènes, on fait ça puis on a plein de cheveux dans la main, quoi. Mais au bout d'un moment, en fait, les cheveux, je m'en foutais un peu, honnêtement. Les cheveux, les sourcils, les cils, en fait, on a tellement mal qu'on s'en fout, quoi. Le volume de gym, en le touchant, ouais, moi je commence à sentir, je touche comme ça, je vois que la boule elle est plus pareille. Donc l'été se passe, toutes mes chimios, j'attends le mois de septembre où on refait une mammo. Et je ne sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, je me dis, ça y est, avec tout ce que j'ai morflé, proportionnellement, on lui a niqué sa race, à ce petit con. Enfin, j'ai un vocabulaire qui est très vulgaire avec Jim, mais c'est normal, je trouve qu'il nique. Enfin, j'ai besoin de dire niquer pour voilà. Donc, du coup, on a fait la dernière chimio. Donc là, je me dis, ça y est, c'est fini la chimio, quoi. C'est
fini la chimio. Donc là, j'ai plus de cheveux, j'ai plus de sourcils, j'ai plus de cils. J'ai pris 80 ans. C'est une horreur. Vraiment, je suis vilaine, mais c'est fini. C'est fini, et puis j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose d'incroyable, quoi. Alors que, bon, je me dis que j'ai juste fait mes chimios, mais je sais qu'il y a l'opération, la radio, mais pour moi, ça me paraît pas aussi une torture aussi grande que la chimio, quoi. Donc on fait la mammo, et ce petit con est encore là. Alors il a baissé, la fille est morte, on l'a éradiqué, et lui il fait plus que de 1,8 cm, c'est très bien, mais bon, il est encore là. Donc là on opère. Donc là on me propose on peut faire une mastectomie, mais en fait on m'explique qu'on peut faire juste une tumérectomie parce que les chances de récidive sont les mêmes. Donc autant garder mon sein. Donc on m'explique que du coup c'est bien que j'ai un... Je me souviens de ça. Il m'a dit c'est bien que vous ayez un sein un peu tombant parce que du coup ça fait de la matière pour l'opération, pour le relever. Donc ils m'enlèvent Jim, donc ils enlèvent de la masse. Et en fait juste après, donc anesthésie, je sens rien, et ils enlèvent Jim, donc plus de cancer. Et ils grattent un peu autour en fait, apparemment, de ce que j'ai compris, je sais pas comment ça s'appelle, mais pour enlever le truc. Donc je rentre ici, donc j'ai un sein qui est en haut, c'est une énorme boule, et puis l'autre qui est plus bas, donc ça fait un peu genre un sein qui a 19 ans, et puis l'autre qui en a 40, quoi. Je me dis, mais bon, ça y est, c'est opéré. Donc là, j'ai un drain. Il y a une infirmière qui vient tous les jours pendant 2 semaines pour vider pour vider le drain. Donc ça, les soins autour de l'opération durent à peu près 1 mois. Je commence le kiné du sein, ce qu'ils appellent un RKS, pour traiter un peu pour masser. Ça durera 1 an. Là, j'en fais encore 2 fois par semaine, pour d'autres raisons. Et là, je suis censée commencer la radiothérapie au mois de décembre. Donc, je suis opérée au mois d'octobre, le mois de novembre pour la cicatrisation. Et en fait, ça cicatrise pas, donc ça prend du temps. On commence la radiothérapie en janvier. Mon sein a cicatrisé. Et là, c'est une nouvelle expérience encore. Parce qu'il faut aller à l'hôpital tous les jours. Il faut organiser tous les jours. Enfin, tout tourne autour de la radio parce que ça dure 10 minutes. On rentre dans comme un IRM. On est allongé, puis une machine qui tourne autour de nous et qui irradie le sein. Moi, j'avais fait appel à une amie qui absorbe le feu. Alors, je suis pas trop, en général, médecine alternative, mais je dois avouer que je n'ai pas senti de brûlure de tout le mois. Donc, c'était ma petite sorcière. Et ça, en fait, ce qui est plus chiant, c'est l'organisation pour appeler le taxi, l'heure, le retour, etc. Et tout le mois de janvier est consacré à ça, mais il faut aller tous les jours à l'hôpital. Et moi, je commence à être un peu... voilà, au bout. Mais si, entre-temps, mi-novembre... Ah oui, c'est qu'il y a ça aussi. Mi-novembre, en fait, j'apprends qu'il faut retourner en chimio. Parce que comme mon cancer est très agressif, il faut faire une chimio préventive. Globalement, c'est pour éviter les risques de récidive. En fait, il faut se dire que le cancer, c'est un jour, il y a une cellule qui est apparue de travers et elle s'est reproduite. Et moi, en l'occurrence, il est très agressif parce qu'il s'est nourri d'hormones et que les corps féminins, ça bouffe des hormones de ouf. Mais c'est une cellule, quoi. Donc, en fait, on peut opérer une et c'est reparti, quoi. Donc, il faut tout cramer. C'est le Vietnam, quoi. Donc là, en novembre, il y a eu un couac. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais ils ont oublié de faire un rendez-vous de liaison pour que quelqu'un m'annonce qu'il fallait que je reparte en chimio. Donc en fait, j'arrive chez l'oncologue et en fait, je vois qu'il a le même discours qu'un jour de chimio. Je lui fais, mais pourquoi vous me dites ça? Ils me disent, mais c'est pour votre chimio. Je lui dis, mais quelle chimio? Elle est finie, la chimio. Enfin là, ça dure 10 minutes comme ça d'échanges improbables avant que je comprenne qu'en fait là, dans 10 minutes, je retourne en chimio. Donc là, je pleure parce que, j'ai pas mis mon patch anesthésiant et que en fait, c'est quand même une aiguille qui doit faire, je sais pas, 5 cm à mettre dans le buste. J'ai pas pris les médocs à prendre avant la chimio, que j'ai rien pris. Je suis pas prête à retourner en chimio. Moi, c'est fini la chimio, quoi. Et il me dit que c'est une petite chimio. Donc moi, je pense en temps. En fait, je pense jamais en effet. Donc je me dis, c'est peut-être 2-3 semaines, 1 mois. Et il me dit, là, en novembre, que c'est jusqu'au mois de juin. Donc là, franchement, ça a été vraiment le fond du fond, quoi. C'était fond, puis c'était... Là, j'avais pas de... C'était trop. La montagne était trop grosse, quoi. Jusqu'à juin, il y avait la radio. Je m'en sortais pas, puis c'était décembre, c'était triste de ouf. Enfin... Bref, je suis revenue, j'étais triste. J'ai accepté cette journée de merde.
voilà. Ce que je disais, c'est que des fois, j'ai arrêté de vouloir absolument aller mieux. Il y a des journées, elles sont pourries, il faut les accepter parce qu'elles sont comme ça. Pas absolument vouloir que ça aille mieux. Et ça fait du bien en fait d'être là, dans son canapé, enroulé en boule, à regarder Friends, même si on l'a regardé 1000 fois. Parce que ça fait du bien d'être triste. Et ce moment, on a envie qu'on nous plaigne, on n'a pas envie qu'on nous remonte le moral. On a envie qu'on nous dise, ouais, franchement, moi j'avais juste envie qu'on me dise, mais t'es génial, ce que tu vis, t'es une guerrière de ouf. Pas qu'on me dise, ça va aller mieux, essaie d'aller mieux. Et puis, il y avait aussi quelque chose, ça m'énervait. On me disait, non mais le moral c'est 50% de la réussite. Mais qu'est-ce que t'en sais en fait? En plus c'est hyper culpabilisant pour le malade parce que le jour où on n'a pas le moral, on a l'impression qu'on sape notre traitement. Donc ça sert à rien quoi. Donc du coup, le mois de janvier c'est mi-chimio toutes les 3 semaines, mais plus petite dans la mesure où elle fait moins d'effets, elle est moins dévastatrice que la première. Elle arrache la gueule mais comme une grippe toutes les 3 semaines, c'est ça. Et donc là il y a chimio et radio. Et quand je finis la radio à la fin du mois de janvier, mais là je suis dans un état d'euphorie, mais de malade. Pour moi c'est fini, j'ai oublié la chimio, j'ai oublié tout. Je m'inscris au permis moto, je commence à visiter des maisons, je me mets à l'aquagym, à la marche nordique, je fais j'ai l'impression qu'il faut que je rattrape et que je fasse plein de choses. Et il faut se dire qu'à ce moment-là, ça fait déjà plus de 6 mois que ma vie ce n'est que maison, hôpital, maison et que ça. Je ne fais rien d'autre que ça, et crèche des fois. Je suis libérée, j'ai plus besoin d'aller tous les jours à l'hôpital. Et vous n'imaginez pas à quel point ça peut rendre heureux d'arrêter de faire quelque chose qu'on déteste. C'est aussi simple que ça des fois. Toutes ces périodes, et aujourd'hui encore, j'habite le présent. Il n'y a que maintenant qui importe. Parce que je ne sais pas si je vais vivre ou mourir, je ne veux pas rentrer dans ce genre de considération. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, même demain, toi tu traverses un bus, enfin je te le souhaite pas, c'est pas ça, mais c'est que je sais pas de quoi l'avenir est fait, je veux pas rentrer là-dedans. Et du coup, je me suis maintenue vraiment dans l'ultra présent. C'est ce qui me permettait de tenir. C'est que là, si j'avais juste à gérer de prendre ces médicaments et cette douleur, le futur n'existe pas, mais le passé n'existe pas. Le cancer, c'est ça aussi, c'est que quand on t'annonce le cancer, on te prive d'un futur, d'un coup. On t'enlève quelque chose. Il y a un truc un peu comme ça où on te prend ton futur. Et puis moi, le cancer, ça a pris un peu de la magie qui était en moi. Il y avait quelque chose un peu de, c'est vrai, des fois inconscient, mais de spontané, qui était dans mon rapport aux autres, etc. Ça m'a rendu plus égoïste. J'aime pas particulièrement ça, mais j'ai pas pour l'instant trouvé d'autres solutions. Mais ouais, ça a enlevé un peu de cette magie-là. Et pour pas que ça l'enlève complètement, eh ben j'ai trouvé ce truc du présent, de pas être dans le futur. Mais le problème de vivre que le présent quand le futur n'existe pas, c'est que des projets comme acheter une maison, comme passer son permis, même le retour au boulot, même aller au ciné, n'existent pas non plus. Parce que même pour, je sais pas, faire juste un week-end, il faut prévoir. Et donc pour prévoir, il faut être dans le futur. Donc du coup, c'est vrai que je pense que quand la radiothérapie s'est terminée, j'ai ouvert le futur. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'investir dans des projets, parce que tout d'un coup, je me disais que ça y est, je pouvais à nouveau me projeter sur autre chose que ce moi malade et être que dans la survie. En fait, il y avait ça, être que dans la survie, il n'y a pas de vie. Et il y a la vie, on va dire la vie, le fait de survivre, respirer, enfin être mort ou vivant. Puis en fait, il y a la vie, quoi. La vie, celle qui a du panache, celle qui nous fait rire, celle fait de bien manger, de bien lire. Et celle-là, je l'avais plus, quoi. Sauf que, je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, quand même, à ce moment-là. C'est que j'ai fait une grosse omission de la chimio, qui n'était pas finie. Et que quand la chimio d'après est arrivée, j'ai fait un bad trip de ouf, en fait. Là, je suis retombée. Je me dis, putain, c'est pas fini, en fait. Et je suis survenue au côté immédiat, à la vie de maintenant, c'est-à-dire les chimios. Et en fait, je lisais j'ai lu quelques livres sur le cancer, mais pas beaucoup non plus. Surtout des choses un peu humoristiques ou qui prenaient le contre-pied. J'ai lu 3 livres et il y en avait un, je crois que ça s'appelle Un cancer pas si grave. Je crois qu'elle s'appelle Géraldine Mauroy, je sais plus. J'ai pas la mémoire des noms. Et bref, elle disait dedans comme quoi, à chaque fois qu'elle voyait la lumière au bout du tunnel, en fait c'était un train.
Et c'était un peu ce truc-là, quoi. Moi, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je voyais un truc, en fait, c'était un train qui arrivait, quoi. Donc, du coup, on est reparti. Là, je suis focus sur les chimios. Et à chaque fois que je vais à l'hôpital, c'est toujours... j'ai un peu des nausées d'anxiété avant. Du coup, je prends enfin, voilà, j'ai des médocs, je prépare mes chimios. Comme d'habitude, c'est devenu une forme de routine. Je vais faire mes prises de sang, je cherche les médocs. À partir du mois de février aussi, j'ai commencé ce qu'on appelle l'hormonothérapie. Donc en fait, c'est des bloqueurs d'hormones. Dans les corps des femmes, il y a des hormones qui sont créées par l'hypophyse derrière le cerveau. Donc ça, on prend une pilule par jour, tous les jours, pour les 5 prochaines années. Et ensuite, comme mon cancer est agressif, il faut tout bloquer. Donc on bloque aussi les hormones qui sont produites par les ovaires. Et là, c'est une injection toutes les 3 semaines à faire par une infirmière. Pareil pour les 5 ans à venir. C'est vrai que quand j'ai pris la première pilule, je me suis dit, je vais prendre ça pendant 5 ans, tous les jours. Et bon, après, plus d'hormones, plus d'envie. Après, il y a aussi d'autres choses. Il y a des sécheresses, il y a des blocages. Mais on invente... Alors j'avais lu un livre qui s'appelait Au-delà de la pénétration. Un acte pouvait être considéré comme sexuel aussi, pas uniquement avec l'idée de pénétration. Enfin, c'est pas obligé en fait. Et du coup, moi j'étais déjà dans cette forme de sexualité aussi, de se dire que c'est pas phallocentré, il peut y avoir plein d'autres choses. Et que en fait, à partir du moment où on est deux dans un lit, nus, c'est déjà un acte sexuel. Une caresse, etc. Donc moi j'avais déjà, avant même l'histoire de cancer, j'étais déjà sensible à cette intimité, puis voilà, de penser sa sexualité différemment que un rond trou comme un singe, quoi. Il y a autre chose que ça. Donc du coup finalement on a construit une sexualité différente que pénétrative. Mais bon, clairement c'est vrai que c'est pas comme avant, mais ça va. Je pense qu'il y a des couples qui n'ont pas tout ça, qui feraient moins, mais même, je ne veux même pas comparer, ça se compare pas en fait, c'est débile de dire ça. Je trouve que c'est bien parce qu'il y a de la tendresse. Et puis mon conjoint a été je le dis, tu es lui on a un arbre un peu tous les deux, parce que lui, il est bien enraciné, c'est quelqu'un de très pragmatique, très cartésien, donc il a vraiment ce côté arbre enraciné fort dans le sol. Puis moi je me vois un peu comme les feuilles qui volent au vent. Ça n'a pas été facile pour lui, ça l'est toujours pas, parce que lui aussi il a eu un cancer finalement. Lui aussi on lui a empêché de partir en vacances avec sa nana, avec sa conjointe, avec sa fille. Lui aussi on l'a empêché de faire plein de choses en fait. Mais il a tenu le coup. Il n'a pas fait parfait, il y a des fois où j'en ai voulu à mort franchement. Parce qu'il faisait pas assez, parce que j'avais voulu un cadeau après ma chimio. Des trucs des fois d'enfant, mais je voulais être récompensée. Parce que pour moi, je faisais quelque chose d'incroyable et que il fallait me récompenser pour ça. Parce que, ce genre de truc quoi. Après, je lui ai dit, maintenant j'ai des cadeaux. C'est bien. Je suis contente. Après ma radiothérapie, j'ai eu des sushis. Voilà, j'étais très contente d'avoir des sushis. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut... Ça aussi, c'est un truc que j'ai appris pendant le cancer, c'est que, en fait, au lieu de se faire chier à attendre que l'autre pense comme nous, se dise elle va vouloir ça, en fait, on se rend nous-mêmes malheureux. Moi, en fait, à attendre qu'il fasse un truc que moi j'aurais fait à sa place, j'étais malheureuse. Alors qu'en fait, juste lui demander, genre 2 jours avant ma radio, je lui dis j'aimerais bien que tu m'offres un truc pour la fin de ma radio parce que voilà, j'ai envie. Et en fait, ça n'a rien enlevé au plaisir de rentrer. Il y avait des sushis, puis il y avait des bougies en cœur. C'était pas un truc, il n'est pas allé acheter une Rolex ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, moi, je suis pas du tout dans ce genre de bien matériel, mais c'était rempli d'amour. C'est tout ce que je voulais. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il faut faire ça dans la vie. Faut que tu veux quelque chose, juste tu le demandes. Et arrêtez, surtout ne jamais dire, moi, à sa place, j'aurais fait ça. Mais ça, dans les relations d'amitié ou amoureuses, parce qu'en fait, on n'est pas l'autre, quoi. Et à partir du moment qu'on se dit, moi, à sa place, j'aurais fait ça, on ouvre la porte d'un poison. Mais c'est un poison. D'ailleurs, la psy, elle trouverait ça marrant que j'utilise le mot poison par rapport au cancer. Mais bon, du coup, c'est un poison pour nous. En fait, mon conjoint, lui, ponctuellement, il va voir une psy. Et je trouve ça génial comme démarche de se dire. C'est pas forcément si, c'est une sorte de thérapie, mais c'est pas ponctuel. C'est quand il en éprouve le besoin et il va voir sa psy. Et je trouve que c'est sain
d'agir comme ça. Et du coup, j'ai eu la curiosité d'eux. Et du coup, j'étais allée pour commencer, pas comme un peu tout le monde, un peu curieux, un peu toujours ce truc d'excitation, qu'est-ce qu'elle va... Après, clairement, on a vu que j'avais des gros problèmes aussi de l'enfance à régler, donc on a commencé une thérapie comme ça, puis il y a eu le cancer, et moi j'ai été suivie je suis suivie par elle, mais après j'ai aussi parlé au psy de l'hôpital, parce que lui, comme il est confronté à des patients tout le temps, il avait une autre vue. C'est lui qui m'a expliqué l'injonction qu'on fait porter aux malades sur... ce que c'est un bon et un mauvais malade, des fois ce qu'on attend d'eux, donc voilà, des choses comme ça, et ça m'a fait beaucoup de bien, la psy. Déjà elle décortique toutes les relations humaines, et puis ce rapport aux amis. J'attendais en fait que tout le monde se mette en branle-bas de combat autour de moi, et en fait comme ça n'a pas été le cas, j'ai été très déçue. Et du coup, ça m'a appris à lâcher prise, à pas attendre aussi. Enfin, il n'y a pas un truc, si on n'attend rien, si on n'attend rien, on est déçu de rien. Ça peut paraître un peu fataliste, mais finalement, prendre ce que les gens ils ont à donner et se dire qu'en fait, on peut pas les changer, quoi. Ouais, pas trop en attendre, mais de prendre, de nourrir les relations qui le méritent. Je choisis les amis avec qui je m'investis, et ceux avec... Ouais, plus copain-copine, avec qui j'ai plaisir à, mais je n'investirai plus de temps dedans. J'ai fait de mon mieux avec la nourriture, parce que quand on a beaucoup de nausées, c'est compliqué. Pas trop faim. Non, puis en plus, parmi les effets secondaires, il y a un champignon qu'on a dans la bouche qui s'appelle une mucite, ça fait des plaies dans la bouche. Désolée, c'est immonde. Et en fait, ça donne pas du tout... Ça donne... du coup, quand on a mal, en fait, quand on mange plus, quoi. Plus la nausée, la nourriture, ça devient un peu... donc non, pas trop. Après, avec l'hôpital, j'ai commencé un programme. On fait des activités sportives, on est suivi par un diététicien. C'est avec eux que j'ai initié la marche nordique et l'aquagym. Bon, il n'y a que des vieilles, mais c'est rigolo. C'est rigolo, la marche nordique. Les vieilles, elles ont des choses palpitantes à raconter. Et non, voilà, j'essaie de faire attention. Après, je sais qu'avec l'hormono, je vais grossir. En fait, l'hormonothérapie, ça crée une ménopause chimique. Donc, ça crée un vieillissement prématuré des os, mais aussi comme le bouffé de chaleur et du coup de la prise de poids. Donc, j'essaie de faire attention à pas... à ce que je mange. Bon, là, les 8 tonnes de chocolat qu'il y a dans cette maison n'aident pas, clairement. Mais j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de boire. Enfin non, je n'ai pas arrêté de boire. J'ai arrêté de boire autant. Mais c'est triste quand même. Enfin, c'est triste. Non, c'est pas très triste, mais ça, je regarde mes fêtes. Ce truc de... Ce que je vous disais, ça enlève un peu de magie, c'est que ça enlève... Maintenant, je bois, je pense encore à Jim. Mais c'est parce que je suis encore en plein dedans, là, il en reste 3. Non, puis en plus, je vous dis ça, j'ai bu quand même 2-3 pintes la dernière fois, quand je l'étais bien, hein, c'est très bien passé. J'ai fumé une petite clope comme ça, c'était cool. J'en fume une ou deux, en soirée, puis... Je prends... c'est un peu comme les gens, je prends ce que je peux prendre, je me satisfais de ce que j'ai. Je pourrais pas avoir comme avant, et j'en fais mon deuil. Et il faut l'accepter. Et ce que je peux avoir là, j'en suis ravie. Voilà. Je peux pas... Oui, je peux plus boire 8 pintes de bière comme avant, mais déjà qui buvait 8 pintes de bière, limite. Mais bon, c'est sûr, il y a ne serait-ce que tous les jours, quand je prends cette pilule, tous les jours, c'est un mini rappel que j'avais un cancer, parce que je n'ai plus de cancer. Mais il y a des trucs, mais j'ai pas le choix, il faut que je fasse avec. Je veux dire, je ne vais pas le changer. Donc, une clope occasionnelle et 1 ou 2 pintes, c'est bien. C'est bien. Ah non. Non, là, en plus, à l'hôpital, des fois, j'entendais certaines personnes, on aurait dit que la meilleure chose qui leur était arrivée dans la vie, c'était un cancer. Mais alors là-dessus, c'est vrai que peut-être je suis encore un peu... Je titille un peu là-dessus, et peut-être que dans 2 ans, j'aurai aussi ce discours... de néo-hippies qui font du yoga et que en fait ça a été la révélation de leur vie. Mais moi aujourd'hui je suis vraiment en paix. Je suis en paix parce que j'ai arrêté d'attendre des autres. J'ai recentré un peu sur moi et je suis en paix aussi parce que le cancer il est arrivé comme ça.
Et en fait, de la même façon dont il est arrivé, il peut revenir. Et je veux pas non plus entretenir un culte de ça peut revenir, mais je peux aussi traverser la route et il peut m'arriver ça. Et avoir conscience que tout peut basculer en un claquement de doigts, ça permet de relativiser pas mal de choses. Donc le mec qui me double à la caisse du supermarché, franchement, ça n'a pas d'importance. Je dis non mais tu sais quoi, vas-y, tu veux, mais tout le monde passait devant moi, c'est pas grave, j'ai le temps. Plein de choses comme ça, c'est pas grave en fait. Tout ça, c'est pas très grave. C'est juste, genre quand je buvais ma petite pinte avec ma copine, c'était un moment d'une simplicité totale, mais il était merveilleux. Il y avait beaucoup d'amour à ce moment-là, donc ça a fini moi sur le canapé puis elle à côté, mais j'étais contente qu'elle soit là. Des fois, en fait, on n'a pas besoin forcément de parler, on a juste besoin que l'autre soit à côté. Juste être là, ça suffit, même à regarder un film, mais se dire que l'autre est là, on se sent moins seul. J'ai une copine à l'aquagym avec qui je discute un peu, qui a fait mai 68, c'est pour ça que non mais Nana c'est une révolutionnaire quoi. Elle m'a raconté la première fois qu'elle a pris la pilule. Par exemple, moi je vois la pilule, des fois je me pose des questions sur l'origine du cancer, est-ce que c'est le fait d'avoir pris la pilule? Alors que pour elle c'est un objet d'émancipation, c'est un pouvoir qu'elle avait quoi. Comment elle a bravé tout le monde pour l'avoir, donc c'est une copine, mais j'ai pas trop entretenu les groupes de cancéreux, tout ça. Comme je disais, j'étais un peu focus sur moi. Donc j'avais pas la place d'écouter les histoires des autres. J'avais pas envie. J'avais pas envie de me comparer aussi. Il y avait des choses qui étaient un peu lourdes. Par exemple, des fois, les gens, au-delà du cancer, même les proches, ils avaient cette phrase « Ah, mais moi je connais quelqu'un qui a eu un cancer du sang. » Je veux pas savoir. Je veux pas écouter les cancers des autres. Chacun, c'est très très personnel en fait. Il y a tellement de facteurs. Et puis c'était un peu comme quand je venais d'accoucher, on me racontait des histoires d'enfants qui étaient morts. Non mais en fait, je veux pas savoir que... Je veux pas savoir. Un ami de mes parents ou quoi qui me dit que, en fait, lui, il a connu quelqu'un, elle a vécu pendant 13 ans avec un cancer du sein. En fait, je veux pas savoir qu'elle a vécu 30 ans. Je veux pas projeter, je veux pas savoir que moi, dans 13 ans, je vais mourir. Enfin, je veux pas me projeter dans cette image-là, quoi. Alors, j'ai envie de dire accrochez-vous, mais accrochez-vous, ça va se terminer à un moment donné. Et regardez que aujourd'hui. Regardez que ce que vous avez à faire aujourd'hui. Et même si aujourd'hui c'est juste aller chercher un relais colis, eh ben, que ce soit l'activité sublimée de la journée. Vous y allez en vous disant je vais écouter de la musique, je vais marcher. Même si vous ne pouvez pas marcher, vous savez que vous allez avoir que 20 minutes d'autonomie, parce qu'on est devenu un vieux smartphone vite. Même si vous avez que pas beaucoup d'autonomie, que ce petit moment il soit sublimé par quelque chose. Et éviter de se comparer aussi aux autres. Vraiment se dire que ce qu'on vit, on est le seul à le comprendre et que c'est pas grave en fait. C'est pas grave si les autres y comprennent pas. C'est pas grave si nos proches, des fois, ils vont dire des choses qui sont maladroits parce qu'ils ne savent pas et qui pensent pas à mal en fait. Et que le monde n'est pas contre nous. Et que c'est pas si grave. Alors moi je dis ça parce que moi je sais que il y a une fin. Et que j'espère qu'il n'y aura pas de récidive, mais je choisis de croire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de récidive. Comme j'ai choisi de croire que mes cheveux n'allaient pas tomber. Ils sont tombés, mais pendant longtemps j'y ai cru et du coup ils ne sont pas tombés. Ouais, accrochez-vous et puis essayez aussi de cultiver des plaisirs simples, des choses simples, de dire que en fait c'est pas parce que on n'a pas fait le tour du monde, qu'on ne parle pas 15 langues, qu'on n'a pas lu tout Baudelaire ou Proust, que notre vie elle n'est pas accomplie des fois par faire, je sais pas, un bon gratin dauphinois, avoir pris du plaisir à cuisiner avec sa petite musique. Ça apporte une forme de satisfaction, de faire un petit potager, d'aller se balader. Des choses simples en fait, des fois si on décide que ça va être quelque chose d'incroyable, ça peut être quelque chose de vraiment bien. Voilà.